Nous recevons Monsieur Lenné, extraordinaire. Ah, il faut le dire. Donc un astronome quand même qui a un parcours absolument extraordinaire. Il est chef de service à l'IMCCE, je crois qu'on ne dit plus IMCCE. Non, on dit Laboratoire Temps-Espace. Voilà. Donc c'est le service espace de l'Observatoire de Paris. Voilà. Exactement. Donc l'IMCCE, moi c'est ce que je me rappelle, c'est l'Institut de mécanique céleste et des calculs des éphémérides. Bravo, parce que c'était voilà. dur à tenir. Donc, et donc ça c'est ce que... Il y a un super site, imcce.fr ou .com, et vraiment, c'est un travail, je trouve ça extraordinaire, ce site. Merci. Voilà. Donc, et puis, il s'est donné comme spécialité l'étude des satellites, essentiellement des deux planètes, Saturne et Jupiter, dont il va nous parler ce soir. Et écoutez, je le laisse parler et présenter, et je vous remercie encore, quand même, on peut lui dire. Voilà. Donc, c'est quelqu'un de passionnant. Je lui laisse la parole. Merci. Oui, merci pour cette excellente introduction. Je suis flatté. Bonsoir à tous. Et donc, je vais vous parler des lunes de Saturne et Jupiter, puisque, en fait, ce sont deux systèmes qui vont être au cœur de l'actualité scientifique de la décennie à venir, avec un grand nombre de missions spatiales qui vont leur être dévouées. Certaines qui sont déjà en route vers ces systèmes, d'autres qui vont bientôt partir. Quand on dit les systèmes de Saturne et Jupiter, bien sûr, ça veut dire les planètes, Saturne et Jupiter, mais également le cortège de lunes qui les accompagne, et évidemment qui sont l'une des destinations de beaucoup de missions, avec un contexte d'habitabilité derrière. En revanche, je ne parlerai pas du tout de mi-masse, ou très peu, donc je parlerai pas de la découverte d'un océan global sous la couche de glace de mi-masse. En fait, il y a déjà 2 conférences YouTube sur Internet que j'ai faites qui disent déjà ça très bien. Donc, plutôt que de me répéter, je pensais que c'était plus intéressant pour vous que je présente quelque chose d'un peu plus neuf, un peu plus nouveau, et peut-être plus en phase avec ce qui nous attend. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui. Alors, voilà le plan que je vais suivre, globalement. Donc, alors déjà, je vais partir de principe que vous n'avez pas de connaissances particulières en astronomie. Alors, je m'excuse pour les nombreux astronomes amateurs qui doivent être ici. Bon, voilà, on va vraiment faire en sorte que tout le monde soit bien au courant. Donc, je vais vous présenter Jupiter et Saturne. Ensuite, nous allons voir que ce sont des mondes actifs. Alors, il faut bien voir que jusqu'à l'ère spatiale, on s'attendait à ce que, loin du Soleil, les objets étant peu chauffés par le Soleil, ils devaient être froids, gelés, glacés, inertes. Donc, on s'attendait en fait à ce que, passé la ceinture d'astéroïdes, quand on arrivait vers Jupiter et Saturne, on devait trouver des mondes finalement qui n'avaient pas évolué depuis la formation du système solaire. Et quelle fut la surprise lorsque Voyageur est arrivé et les deux voyageurs, un voyageur 2, et ont montré quand même que c'était des mondes en pleine évolution avec une activité très intense. Donc c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie. En troisième partie, on va regarder les effets de marée. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les effets de marée sont l'un des moteurs clés pour comprendre l'activité présente sur ces systèmes loin du Soleil. Quatrième partie, et à partir du moment où on parle d'activité, on se doute qu'on parle un peu de chauffage, il faut que ça chauffe pour qu'il se passe quelque chose. Évidemment, quand on parle de chauffage et qu'on sait qu'on a beaucoup de glace d'eau dans les systèmes de Jupiter et Saturne, eh bien, on a de l'eau liquide, et si on a de l'eau liquide, on va vers cette notion d'habitabilité. Et enfin, dernière partie, je vous présenterai les missions spatiales qui vont faire l'actualité de la décennie à venir. Donc tout d'abord, Jupiter et Saturne. Alors, les astronomes amateurs, écoutez, je suis désolé pour vous, vous allez perdre 5 minutes. Mais pour les autres, voilà, je voulais rappeler que Jupiter et Saturne sont des objets extrêmement faciles à observer. Donc, généralement, en astronomie, astrophysique, on vous parle d'objets qui sont souvent lointains, bien souvent qu'on ne va pas forcément regarder en lumière visible, mais dans d'autres longueurs d'onde. Voilà, c'est tout le contraire. Je vais vous parler d'objets qui sont très proches, très accessibles. Et Jupiter et Saturne, vous pouvez les voir à l'œil nu. Juste par curiosité, qui n'a jamais... Alors, faut que je le dise à l'envers. Qui est certain d'avoir déjà vu Jupiter et Saturne dans le ciel une fois, à l'œil nu? Jupiter. Donc pas tout le monde, donc c'est intéressant. Donc en fait, prenez le temps. Alors la météo n'est pas clémente aujourd'hui, mais il y a 2 jours ou 3 jours, j'essaie depuis chez moi et avec mon smartphone simplement, vous avez Jupiter ici. Donc hop. Donc en fait, Jupiter est très facile à voir. Dans la première partie de nuit, vraiment, on ne peut pas la rater. C'est extrêmement brillant. Donc prenez le temps de le faire. Donc là, vous pouvez la voir en ce moment en première partie de nuit, sud, sud-ouest. Et vraiment, c'est très facile à trouver. Saturne, j'ai eu moins de chance avec la météo, on peut encore la voir en début de nuit. Alors elle est facile à voir, elle est un peu moins brillante que Jupiter, mais elle est quand même très brillante. Bon, j'avais pas de chance avec la météo, donc je vous ai dit juste qu'elle se trouve avec Stellarium, mais bon, si les nuages n'étaient pas présents, vous pourriez la voir aussi facilement. Donc tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que je vais vous parler d'objets, en fait, que vous pouvez voir à l'œil nu. Des objets finalement proches, très accessibles. Vous allez même voir que même certaines lunes, en réalité, sont très faciles à voir avec une simple paire de jumelles.
Donc on est loin de l'astrophysique, on regarde des choses très loin, etc., telles qu'on peut l'imaginer souvent. Petit rappel, donc si ce n'était pas évident pour tout le monde, je vous présente un peu la structure du système solaire très rapidement. Bien sûr, ce n'est pas à l'échelle. Alors les tailles sont quand même à peu près à l'échelle, les distances bien sûr pas du tout. Donc vous avez au centre du système solaire une étoile qui s'appelle le Soleil, une étoile relativement banale, même si la plupart des étoiles en général sont plus petites et moins massives. Vous avez ensuite 4 planètes dites telluriques, des planètes rocheuses. La première c'est Mercure, ensuite vous avez Vénus, ensuite vous avez la Terre, ensuite vous avez Mars. Puis, alors on ne les a pas ici, vous avez la ceinture d'astéroïdes qui contient plus d'1 million d'astéroïdes. Et ensuite, vous avez ces 4 grosses planètes ici. Quand j'étais enfant, on appelait ça les 4 géantes gazeuses du système solaire. Et puis, en fait, depuis fin des années 90, début des années 2000, on les a vraiment séparées. On a dit qu'il y avait les 2 géantes gazeuses, que sont Jupiter et Saturne, et puis les 2 géantes de glace, que sont Uranus et Neptune. Alors, géantes de glace, pourquoi ? Parce qu'à la différence de Jupiter et Saturne, elles ont un très gros noyau, donc l'atmosphère est beaucoup moins épaisse proportionnellement que la taille du noyau, et on pense que le noyau est formé essentiellement de glace. Petite information, c'est quelque chose qui en ce moment est assez contesté, et maintenant certains pensent que ça peut être de la roche, ou de la roche et de la glace. Bref, ne soyez pas surpris si dans 10 ans on vous dit que c'est des géantes rocheuses, ou que sais-je, c'est toujours possible. Voilà, donc les objets dont je vous vais parler, c'est Jupiter et Saturne. Donc Jupiter se trouve à 5 fois la distance Terre-Soleil, et Saturne à peu près 10 fois la distance Terre-Soleil. Alors, quand on parle, j'ai présenté d'abord le système de Jupiter. Donc Jupiter, bon, la géante gazeuse avec la tache rouge, etc. Qui caractérise Jupiter, probablement ce qui est le plus emblématique, après la tache rouge, c'est les 4 lunes galiléennes. Donc ce sont 4 lunes qui ont quasiment des tailles de planètes. L'une d'entre elles, d'ailleurs, Ganymède, ici, est plus grande que Mercure. Ce sont donc des objets qui sont relativement sphériques, très massifs, généralement un cœur de roche, avec une coquille de glace, essentiellement de glace d'eau. Et ces lunes ont été découvertes en 1610 par Galilée. Alors, il y a aussi Simon Marius, bon, je laisserai les historiens discuter sur le sujet, mais bon, généralement, on retient Galilée. Il les observe avec une lunette, un grossissement de 8, quelque chose qui finalement est très... pour nous, on prendra une paire de jumelles, on y arrive, avec une simple paire de jumelles, vous voyez les Galiléens en général. Donc ce sont des objets très faciles à voir. Donc encore une fois, je parle d'objets que vous pouvez voir depuis chez vous, s'ils avaient une paire de jumelles, disons, relativement correcte. Voilà ici 2 instruments qu'avait utilisé Galilée pour les observer. Donc ce sont des instruments qui sont au musée de Florence. Vous voyez que c'est dès 1610, on découvre ces lunes. Alors il y a tout un tas de conséquences que j'ai pas le temps de détailler maintenant. Peut-être que si vous avez des questions après, je pourrais vous les détailler. Mais par exemple, il y avait un enjeu entre l'astronomie et des choses régaliennes comme le territoire, la cartographie. Et les lunes galiléennes ont par exemple aidé à améliorer la cartographie de la France. Voilà. Donc il y avait des liens. Alors pourquoi ? Parce qu'il y avait je vous dirai ça à la fin, il y avait ça servait de notion de temps, de repère temporel. Quand les lunes étaient éclipsées, comme elles étaient très régulières, on avait un temps absolu. Et du coup, eh bien, en fonction des longitudes où on se trouvait, on avait ce temps qui servait à mesurer, disons, les distances. Bon, je détaillerai plus en détail après. Donc, voilà, des objets faciles, finalement, à observer. Ensuite, il faut attendre 1892 pour trouver d'autres lunes autour de Jupiter. Là, cette fois-ci, ce sont des lunes qui sont beaucoup plus petites, qu'on appelle des lunes intérieures, parce qu'elles sont proches de leur planète. Généralement, elles sont typiquement à 2-3 rayons de Jupiter. Et ce sont des objets beaucoup plus petits, typiquement 80 km de rayon, voire moins, donc des objets qui ne sont pas sphériques. Et la première lune à avoir été découverte en 1892 s'appelle Amalthée, et elle a été découverte ici par Barnard, donc un astronome américain que vous avez ici. Après 1892, toutes les lunes qui vont être découvertes dans le système solaire, ça va être sur des plaques photographiques. Donc, dès la fin du 19e siècle, les astronomes vont beaucoup utiliser les plaques photographiques. Pourquoi ? Parce qu'on peut intégrer sur un temps long. Vous mettez votre plaque photographique, il y a une émulsion dessus, et puis vous pourrez rester pendant 1 heure, une pause d'1 heure, une pause même plus d'1 heure. Et donc vous voyez apparaître sur la plaque photographique des choses que vous ne pourriez pas voir à l'œil nu, même avec un grossissement fort. Donc 1892, découverte d'Amalthée. Aujourd'hui, nous connaissons 4 lunes intérieures de Jupiter. Alors il y en a peut-être plus, mais s'il y en a plus, elles sont vraiment très petites. Pour l'instant, on en connaît 4. Donc ça, c'est les 4 lunes intérieures. Et puis maintenant, on a aussi de nombreuses lunes à l'extérieur de Jupiter, enfin des lunes extérieures, c'est-à-dire loin de Jupiter, donc typiquement à une dizaine de millions de kilomètres, voire plus. Donc 10 fois la distance des lunes galiléennes à Jupiter, si vous voulez, et même voire beaucoup plus. Alors le nombre à peu près de 89, alors ça peut changer parce que ça change régulièrement, on en trouve toujours de plus en plus, mais ça vous donne un ordre de grandeur. La plupart sont des lunes qui font quelques kilomètres de rayon. On ne sait pas grand-chose de ces lunes.
Celle qui est la mieux connue s'appelle Himalaya, c'est la plus grande, évidemment, la plus massive. Elle a été découverte en 1904 sur une plaque photographique. Avec les plaques photographiques des années qui ont suivi, on en a trouvé d'autres. Et aujourd'hui, bien évidemment, on les découvre avec des caméras type CMOS, CCD. Voilà, donc vous voyez, Jupiter, c'est essentiellement une planète gazeuse avec 4 lunes très massives, puis ensuite des toutes petites proches de la planète, et puis beaucoup à l'extérieur. Maintenant, on va regarder Saturne, et vous allez voir que Saturne, c'est très différent. On le voit tout de suite parce que Saturne a des anneaux, et des anneaux massifs. Jupiter a des anneaux extrêmement ténus, donc je ne les ai pas mentionnés. Par contre, Saturne, évidemment, c'est vraiment une structure très remarquable, emblématique de cette planète. Et les anneaux, alors évidemment, Galilée avait regardé Saturne, évidemment, hein, avec son instrument, mais il n'avait pas compris que c'était des anneaux. On voyait bien effectivement des excroissances de chaque côté de Saturne. Mais il faut attendre 1656 pour que, on puisse comprendre qu'en réalité, il s'agit là d'anneaux et non pas d'excroissances un peu curieuses ou de grosses lunes qui tourneraient autour. On ne sait pas trop ce que c'était. Donc c'est l'astronome néerlandais Huygens qui va comprendre que ce sont des anneaux. Et Cassini, donc qui en 1600, un peu après, va comprendre qu'on n'a pas un anneau, mais plusieurs anneaux concentriques, donc les uns dans les autres. Et il va notamment, alors pourquoi est-ce qu'on dit des anneaux? Parce que tout simplement, vous avez ce qu'on appelle des divisions. La plus évidente est celle-ci. Vous avez une autre ici, si vous voyez bien. Et donc c'est la plus grande division qui fait à peu près 5000 km d'envergure, a été observée par Cassini et porte son nom. On appelle ça aujourd'hui la division Cassini. Donc vous voyez que dès 1675, eh bien, on a vu les lunes de Jupiter, on les observe, on s'en sert encore une fois pour la cartographie, on a compris qu'on avait des anneaux autour de Saturne, on a même vu qu'il y avait des divisions, et tout ça, ça se sait en fait au XVIIe siècle. C'est assez fantastique. Et donc avec des instruments rudimentaires, évidemment, par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Néanmoins, Saturne, c'est un système extrêmement riche. Non seulement il a des anneaux massifs, mais en plus de ça, il a un cortège de lunes avec toute une panoplie de tailles différentes. Alors, je ne peux pas toutes vous les présenter parce qu'il faudra des heures pour s'arrêter sur chaque lune. Donc, je vais vous présenter quelques familles. Présentons quelques lunes par famille. Donc, la première que j'aimerais vous présenter, sont les lunes intérieures. Donc, les lunes intérieures, comme pour Jupiter, ce sont des lunes qui font quelques dizaines de kilomètres de rayon, qui donc ne sont pas des sphères. Elles ont une forme un peu, elles sont très déformées, un peu comme vous pouvez l'imaginer pour des astéroïdes. Si ce n'est que là, elles sont composées de glace d'eau. Et ce qui est intéressant, alors je vous les présente pas toutes, mais il y en a deux qui sont vraiment assez étonnantes. C'est Pan et Daphné. Alors Pan et Daphné, non seulement sont des petites lunes de Saturne, hein, mais elles sont très très proches, elles sont même dans les anneaux. Donc si vous regardez ici, dans cette division ici, eh bien vous avez Pan, vous avez cette image qui a été prise par la sonde Cassini, qui a passé 13 ans en orbite autour de Saturne. Et donc, eh bien, vous voyez typiquement le genre d'objet que vous pouvez trouver, ça ressemble un peu à une soucoupe volante. Alors cette forme s'explique par le mécanisme de formation de ce type de lune-là. Et donc c'est essentiellement de la glace d'eau, relativement poreuse, hein, donc des densités qui sont de l'ordre de 0,5, 0,6 grammes par centimètre cube, donc une espèce de grosse boule de neige, quoi. Donc ça est typique des lunes intérieures. Ensuite, on va aller vers un type de famille qui n'existe pas autour de Jupiter, qui sont des lunes de taille moyenne, c'est-à-dire des lunes qui ont une taille de plusieurs centaines de kilomètres, mais pas le millier de kilomètres. Les Galiléens, c'est 2000 kilomètres, typiquement. Là, on a plus de l'ordre de 200 à 800 km. C'est quand même suffisamment gros pour être à peu près sphérique. La gravité est assez forte. Et donc, c'est l'une de taille moyenne. Alors, il y en a un certain nombre ici. Vous pouvez les voir. Je vous propose d'en regarder une pour commencer. Une qui est très connue, qui s'appelle Encelade. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Et vous voyez, donc, ce sont des lunes relativement rondes. Alors, pareil, elles ont un cœur de roche avec une coquille de glace, essentiellement de glace d'eau. Et puis, on va voir que, il y a des cratères, mais pas partout. On a même des geysers ici au pôle sud que je présenterai tout à l'heure. Autre lune emblématique de Saturne, c'est Titan. Alors Titan, c'est typique de la taille d'une lune galiléenne, donc effectivement, on est de l'ordre de 2500 km de rayon à peu près. Donc c'est une grosse lune, comme les galiléennes, mais elle est toute seule. Jupiter a 4 grosses lunes, Saturne n'en a qu'une seule. Pourquoi, on ne sait pas. Et cette lune, elle est vraiment très complexe parce que c'est la lune qui a vraiment une atmosphère extrêmement dense. Les autres lunes du système solaire ont une atmosphère extrêmement ténue. Là, vraiment, Titan, une atmosphère très dense. On est à 1,5 atmosphère terrestre. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une géologie vraiment très intéressante. Vous avez par exemple un cycle du méthane, comme il y a un cycle de l'eau sur Terre. Donc, sur Terre, vous avez des nuages d'eau, et puis vous avez de la pluie, et puis vous avez évidemment des océans, etc., etc. Ben là, vous avez la même chose, mais avec du méthane.
sur Titan. Voilà. Donc vous avez des nuages de méthane qui pleuvent, vous avez des lacs de méthane, d'éthane, et puis voilà, ça se recycle comme ça. Vous avez également du vent avec des dunes que l'on voit se déplacer, qu'on avait déplacées par exemple avec Cassini. Vous avez ensuite, on verra à l'intérieur, on verra qu'il y a également tout un tas de choses intéressantes. Donc c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Vous avez ici au passage une vue qui a été prise par le lander européen qui s'appelle Huygens, donc qui au début de la mission Cassini s'est déposé avec un parachute, a descendu pendant plus d'une heure, 1 à 2 heures, donc dans les différentes couches d'épaisseur de l'atmosphère pour se poser sur Titan et nous a donné un film, en fait, vous pouvez trouver sur Internet facilement. Là, vous avez une image du film en question avec les montagnes présentes sur Titan. Enfin, Saturne, eh bien, vous avez également de nombreuses lunes extérieures. Donc, ce sont des lunes qui sont relativement petites en général, qui sont très éloignées, qui sont inclinées. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Il y en a plus de 200 aujourd'hui. Donc, la planète aujourd'hui qui a le plus de lunes connues, c'est Saturne. Ces lunes-là, généralement, elles font quelques mètres de rayon, donc on n'a pas d'image résolue, à l'exception de Phébé, que vous avez ici, effectivement, qui est une lune beaucoup plus grosse pour le coup, et qui a été observée par la sonde Cassini. Toutes les autres, eh bien, on n'a pas beaucoup d'informations. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des mondes actifs? Là, je vous ai présenté un peu le système de Jupiter et de Saturne. Déjà, vous avez dû voir sur les couleurs qu'il y avait des choses un peu étonnantes. On va regarder un peu plus pourquoi. Encore une fois, on est loin du Soleil. Donc le chauffage du Soleil est relativement faible, donc on s'attend à avoir des surfaces inertes, extrêmement froides, gelées, un intérieur gelé qui a perdu toute sa chaleur initiale, parce qu'évidemment avec le temps, les objets perdent leur chaleur, s'il n'y a pas moyen de continuer à engendrer de la chaleur à l'intérieur. Et pourtant, ce sont des mondes très actifs. Alors le premier monde que je vais vous montrer, qui est très connu, c'est Io. Donc Io, c'est une lune assez exceptionnelle. Elle a la taille de notre Lune et elle a en permanence des volcans en activité à sa surface. Donc c'est la Lune qui connaît un volcanisme systématique à sa surface. Alors vous avez cette couleur jaune, orangée, qui provient des produits soufrés. Alors vous voyez ici ce qu'on a des panaches donc, qui ont été observés par la sonde New Horizons, qui est une sonde américaine qui allait vers Pluton. Et souvent les sondes, elles font de l'assistance gravitationnelle, donc elles passent proches d'autres planètes sur le passage. Ça leur permet de gagner de la vitesse, de changer leur direction, et puis tant qu'à faire, bon, on teste les instruments, et puis on peut même faire de la science quand c'est possible, donc on en profite. Et alors je vais vous remettre, je trouve vraiment ce film génial, je le remets, hop, que ça marche, voilà. Donc vous voyez vraiment ces panaches voilà, qui viennent ici de matières qui sont directement liées au volcanisme. Alors soit ce sont des produits du volcanisme qui directement partent par l'activité des volcans, soit ça va être de la lave qui va entrer en contact avec les produits soufrés à la surface et ça sublime. Donc vous avez ces deux mécanismes qui existent et donc qui vont bien diffuser du matériau plus loin à la surface de Io. Donc c'est pour ça que Io, donc non seulement il y a des volcans partout, mais il y a ce qu'on appelle un resurfaçage systématique. Resurfaçage, c'est un mot français qui ne sonne pas très bien, mais qui veut simplement dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous avez du matériau sur la surface qui va, en fait, recouvrir la surface par des processus géophysiques. Donc, on est loin, évidemment, d'avoir une lune ennuyeuse, froide, inactive. Alors, pour la petite histoire, lorsque Voyager est arrivé autour de Jupiter, quelques semaines avant, un chercheur américain avait prédit, en faisant des calculs, les fameux calculs sur l'effet de marée qu'on va voir tout à l'heure, il avait dit qu'il devait y avoir une activité extrêmement forte parce qu'il devait y avoir beaucoup de chauffage. Et que contrairement à ce qu'on attendait, il devait vraiment y avoir du volcanisme ou des choses très intenses, et il a eu raison quelques semaines après. Je vous propose maintenant d'aller un petit peu plus loin. Donc Io était à peu près à 6 rayons de Jupiter. Là, on va aller un petit peu plus loin, vers 8 rayons de Jupiter. On va voir une lune qui s'appelle Europe. Alors, c'est une lune qui, à la différence de Io, a une coquille de glace. Ne vous fiez pas aux couleurs qui peuvent être très trompeuses. Alors, évidemment, ici, les couleurs sont fausses. Donc, c'est essentiellement de la glace. Donc, si on devait observer Europe avec nos yeux, on verrait quelque chose de relativement blanc. Ce qui est intéressant, néanmoins, quand on voit ce genre d'image globale, c'est qu'on voit qu'il y a des zones qui ont l'air relativement lisses, qu'on a appelé des plaines, et puis des zones qui, en revanche, ont l'air d'un enchevêtrement de choses assez complexes, qu'on a appelé des zones de chaos. Et si on regarde de plus près, si on zoome sur ces images, alors vous avez différentes résolutions, mais si on zoome sur une plaine, quelque chose qui devrait être à peu près plat, c'est tout le contraire, on tombe sur cet enchevêtrement de crêtes, de systèmes en double crête, comme un peu des rails de chemin de fer qui s'écrasent les unes les autres, comme si une nouvelle crête allait effacer les précédentes, comme vous voyez ici. Donc ça vous dit quand même qu'il y a une activité, et si vous regardez bien, entre parenthèses, sur aucune image, enfin quelques-unes, on n'a quasiment pas de cratère. Ce qui déjà veut dire que s'il n'y a pas de cratère, c'est qu'il y a du resurfaçage. Il y a eu des cratères, ils ont été comblés par le resurfaçage.
Si maintenant on regarde ce qui se passe au niveau de ces zones, les fameuses zones de chaos, quand on regarde de plus près, on tombe là-dessus, c'est-à-dire qu'on voit qu'on a on retrouve encore partiellement ces stries, mais on trouve également deux zones où en fait, en revanche, on a l'impression que la glace a quasi fondu, en tout cas qu'elle était tellement molle qu'elle a effacé le système de crête, et on voit même comme une espèce de dérive de certaines structures que vous avez ici par rapport aux autres. Alors, à l'époque de voyageurs, en fait, les gens travaillaient avec des photos, une photographie. Donc, quand il y avait une sonde qui faisait une image, ils imprimaient la photo. Il y avait même un laboratoire qui était chargé de produire les photos. Et donc, ils avaient des photos, et puis ils découpaient, et puis s'amusaient à déplacer les morceaux, puis voir ce qui se passait. Et donc, si en jouant au découpage, eh bien, ils avaient bien vu que certains morceaux, si on les déplaçait un peu, eh bien, on pouvait recoller certaines stries pour retrouver ce genre de structure. Donc, on voit que, eh bien, manifestement, il y a une activité à la surface, même d'Europe. On sait aujourd'hui qu'en fait, il faut entre 40 et 100 millions d'années pour refaire complètement la surface d'Europe. Donc on est loin d'un monde inactif. Autre exemple, Ganymède. Donc là, on va encore un peu plus loin. On est à peu près à 1 million de kilomètres de Jupiter. Et eh bien, donc là, si vous regardez ici, eh bien, on voit quand même qu'on a des zones sombres et claires. Alors on sait que les zones sombres sont plus anciennes, il y a plus de cratères. Mais ce qui est intéressant, c'est que là encore, on a envie de jouer avec les ciseaux et le scotch. Et puis si vous regardez bien, on voit qu'en fait, on a des structures qui, un peu comme la tectonique des plaques sur Terre, où les continents pourraient s'assembler les uns les autres, si vous regardez ici, c'est à peu près ce qu'on voit. On voit qu'en fait, eh bien, on a des structures qui pourraient s'assembler les unes les autres. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que, eh bien, elles ont été détruites avec le temps, et il y a eu manifestement des mouvements, et encore une fois, du resurfaçage, d'où les différences de couleurs. Donc, il y a encore une activité sur à l'intérieur de Ganymède qui se revoit sur sa surface. Encore une fois, un autre exemple où on a un objet finalement où il y a l'activité interne. Et puis enfin, le dernier exemple, Encelade, qui est une lune emblématique en 2005, au pôle sud d'Encelade. La sonde Cassini observait ces geysers de glace d'eau que vous avez ici, donc c'est des vapeurs d'eau, des petits cristaux d'eau, etc., qui suggèrent qu'il y a de l'eau liquide sous la surface. Alors pendant à peu près une dizaine d'années, les planétologues considéraient que c'était juste un océan localisé sous la surface, sous le pôle sud. Et depuis 2016, en fait, on a compris que c'était pas local, mais que c'était global. C'est-à-dire que quel que soit le point à la surface que vous choisissiez, bien sous la surface, vous aviez un océan. Donc ça, maintenant on le sait pour des raisons de mécanique céleste que je décrirai peut-être à la fin si vous avez des questions. Donc là encore, eh bien, on a des objets qui sont actifs parce qu'il y a du chauffage manifestement. Ce qui est intéressant au passage, c'est que Encelade est une lune relativement de taille moyenne, comme j'ai dit, elle fait 250 km de rayon, donc relativement petite. Puisqu'elle est petite, elle va perdre sa chaleur très vite. Et donc, c'était assez surprenant de trouver un océan global sous un objet comme celui-là. Je rappelle qu'on perd de la chaleur par la surface. Donc, quand vous avez une sphère, une petite sphère a une grande surface proportionnellement à son rayon, et à l'inverse, quand la sphère devient très grande, elle a une petite surface par rapport à son rayon. Donc, les petits objets du système solaire sphérique perdent très vite leur chaleur. On pense aux petites planètes comme Mercure, Mars. Les planètes plus grosses, évidemment, prennent beaucoup plus de temps à la perdre. Donc, dans le cas d'Encelade qui était petite, on s'attendait vraiment pas à trouver de l'eau liquide en grande quantité. Alors, ça nous vient aux effets de marée. Quel est ce mécanisme qui permet de produire, d'engendrer cette activité qu'on n'imaginait pas à l'arrivée des sondes spatiales, à part l'exemple de Io, quelques semaines avant les premières images? Eh bien, ce sont les effets de marée. Donc ça, vous l'avez compris. Alors, les effets de marée, je rappelle que ça n'a absolument rien à voir avec l'eau. La Lune n'a pas une influence particulière sur l'eau, ça n'est pas de ça du tout. Donc, oubliez l'eau. C'est une question de gravitation. Les effets de marée, c'est un effet différentiel d'attraction gravitationnelle exercé par un objet sur un autre. Donc, typiquement, si vous prenez ici un objet très massif, eh bien, il va attirer plus les points matériels proches du deuxième objet que ceux qui sont éloignés. Et donc, ça donne un effet différentiel. Et évidemment, le corps se déforme. Dans les effets de marée, il va y avoir deux choses essentielles à comprendre. La première, c'est que ça engendre une déformation. Ça, c'est assez naturel. La deuxième, c'est que ça va engendrer du chauffage. Ça, on y pense un peu moins. Mais lorsque vous frottez les mains, eh bien, vous voyez bien que vous produisez de la chaleur. Donc, il y a de la friction. Et là, c'est la même chose. Dans les objets qui sont déformés par marée, et ils le sont tous, forcément, d'une manière ou d'une autre, eh bien, vous avez de la friction interne qui va créer de la chaleur. Donc, effet de marée, déformation, friction. Pensez qu'encore aujourd'hui, dans les missions spatiales, une des premières choses qu'on va mesurer, c'est justement ça, c'est la déformation et la friction. On verra que ça a des conséquences, notamment en termes de retard. Je vais en parler un petit peu après. Voilà, alors premier exemple, déjà pour illustrer ça, ces effets de marée, vous allez me dire, mais puisque ça déforme, si l'objet est suffisamment proche d'un objet très massif, il peut être détruit.
La réponse est oui, effectivement. Les effets de marée, cette espèce d'effet différentiel, lorsqu'il est très intense, peut casser la cohésion interne d'un objet. Ça paraît assez intuitif dès lors que c'est assez fort. En fait, un mathématicien astronome français qui s'appelle Édouard Roche, au 19e siècle, avait fait ce calcul. Et il avait trouvé, en fait, une équation qui vous dit, pour un objet donné, à quelle distance d'un autre objet très massif, eh bien, les effets de marée vont être suffisamment forts pour le briser. Cette limite, aujourd'hui, porte son nom, ça s'appelle la limite de Roche. Et on a eu un bel exemple dans les années 90 de l'effet de la limite de Roche. Vous avez une comète qui s'appelle Shoemaker-Levy 9, enfin qui s'appelait, puisqu'elle n'existe plus, qui en fait avait été attrapée par la gravitation par Jupiter, donc elle s'était retrouvée sur une orbite très excentrique autour de Jupiter, depuis à peu près les années 70. Et en 1992, elle avait une rencontre tellement proche autour de Jupiter qu'elle était passée sous la limite de Roche. Et l'effet de cette limite de Roche, l'effet d'être très proche de la limite de Roche, c'est que la comète s'est brisée en une vingtaine de morceaux que vous avez ici, qui ont été observés en 1994. Donc les morceaux faisaient à peu près quelques kilomètres. Et vous voyez que ça, c'est pas la même comète qu'on a pris à différents moments. C'est vraiment les morceaux de comète après cette rencontre proche. Ces morceaux, ont suivi la trajectoire de la comète, cette trajectoire très excentrique. Et en 1994, sont entrés en collision avec Jupiter, et on a pu observer depuis le sol les impacts successifs associés à cette destruction. Et donc ça venait, voilà une belle illustration des effets de marée. Bien sûr, les effets de marée, en général, ça ne détruit pas les objets, fort heureusement, et la plupart du temps, pourquoi? Parce que les objets sont des orbites à peu près circulaires. Je vais prendre les exemples des lunes de Saturne et de Jupiter. Et si les orbites sont à peu près circulaires, les distances sont à peu près constantes, donc évidemment, on n'est pas sous les limites de Roche, on n'est pas détruit. Néanmoins, on peut s'attendre à ce que les lunes qui soient proches de la planète soient quand même un peu plus déformées que celles qui sont loin, parce que c'est un effet différentiel. C'est assez intuitif. Plus on est près, plus l'effet différentiel est fort, plus on doit avoir une forme un peu étendue, un peu comme un ballon de rugby. Ça, c'est également quelque chose qu'on peut tout à fait observer. Donc là, vous avez ici les valeurs numériques de ce qu'on appelle, alors ici, ça va être les valeurs de l'ellipsoïde qui donnent donc grand A, grand B, grand C. Donc, il faut imaginer que le grand A pointe vers le centre de masse de la planète. Et donc, on voit que, alors vous avez les valeurs en kilomètres. Donc, alors Io est plus proche de Jupiter, un peu plus loin vous avez Ganymède, donc Europe, encore plus loin vous avez Ganymède, encore plus loin vous avez Callisto. Et vous voyez qu'en fait, lorsqu'on est pour la Lune la plus proche de Jupiter, on voit qu'on a ici un axe le long du pôle qui fait 1816 km, 1815, alors qu'en revanche, celui qui est dans la direction de Jupiter fait 1830 km. On a bien un effet, effectivement, c'est plus long dans la direction de Jupiter. Et puis, à mesure qu'on va regarder un peu plus loin, Europe, on a encore cet effet-là, 1562, 63 km, contre 1559. Et puis après, pour les autres, quasiment une sphère. Saturne, même chose. Mi-masse, encelade, tétisionné. Vous vous éloignez de Saturne. Et puis, vous voyez que cet écart entre le demi-grand axe qui pointe vers la planète et puis les deux autres, diminue à mesure qu'on s'éloigne. Donc, on a bien cette forme de ballon de rugby qu'on observe. Donc ça, c'est une conséquence des effets de marée. Alors maintenant, si je vous pose une question concernant les objets que vous avez ici, vous avez la Lune, les 4 lunes de Jupiter, les lunes intérieures de Jupiter, les lunes principales de Saturne, les lunes principales d'Uranus, Triton, lune de Neptune, vous avez même Pluton, Charon ici. Tous ces objets ont un point commun, alors tous ou presque, il y a une exception, ont un point commun, à votre avis. Alors, à part le fait que ce soit des lunes. Ouais, bravo, exactement. Ils tournent la même face à leur planète. Donc, vous avez tous remarqué que la Lune, on voit toujours la même face de la Lune. Ouais, on se dit pourquoi, on devrait l'avoir tournée, on devrait avoir autre chose. On voit toujours la même face de la Lune. Alors, c'est vrai de toutes les lunes du système solaire qui sont proches de leur planète. Il y a une exception, c'est Hyperion. Hyperion qui est là, on rappelle, qui est très très déformé. Même chose si vous avez des questions, après je vous expliquerai pourquoi. Mais bon, la plupart des lunes, enfin quasiment toutes, proches, tournent la même face à leur planète. Ça, c'est une conséquence des effets de marée. Donc, on va essayer de voir pourquoi. Prenons donc l'exemple d'une planète et d'une lune. Alors, ça peut être Jupiter et Io, ça peut être la Terre et la Lune, enfin, imaginez ce qui vous arrange. Et partons du principe que, la Lune tourne plus vite sur elle-même qu'elle ne tourne autour de la planète. Les effets de marée vont déformer l'objet. On va donc avoir ces fameux bourrelets de marée, qu'on voit les fameux deux bourrelets. Évidemment, les bourrelets sont exagérés sur le schéma, hein. Ils ne sont pas aussi grands que ça, c'est juste pour comprendre le mécanisme. Alors, vous pourriez vous dire, les bourrelets de marée devraient pointer en direction de la planète. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que
Dans les marées, je vous dis, il y a déformation, mais également friction. Et cette friction va engendrer un retard. C'est-à-dire que parce qu'il y a du frottement, on va avoir de la production de chaleur à l'intérieur de l'objet, et bien, vous allez avoir un retard de la réponse de l'objet. Ce qui veut dire que vos bourrelets vont être décalés par rapport à la direction Lune-planète. Et ce décalage, eh bien, avoir une conséquence dynamique, c'est que comme le bourrelet ici est plus proche de la planète que celui qui est à l'opposé, eh bien, il va être plus fort, et donc la planète va tendre à ralentir la rotation de la Lune. Vous voyez, la Lune, elle tourne, si vous voyez, elle tourne dans ce sens-là, et comme ce bourrelet est ici, la planète tend à ralentir ce mouvement de rotation. Donc ça va le ralentir, et que va-t-il se passer? Vous allez me dire, bah, ça peut peut-être tourner dans l'autre sens. Bah, regardons ce qui se passe si maintenant ça tourne dans l'autre sens. Autrement dit, que se passe-t-il si maintenant la Lune tourne moins vite sur elle-même qu'elle ne tourne autour de la planète? Eh bien, cette fois-ci, c'est le contraire. Parce que comme vous avez un temps de retard, eh bien, désormais, le bourrelet de marée est en retard. Ce qui fait que la planète va tendre à accélérer la rotation de la Lune. Et vous comprenez bien que si la Lune tourne trop vite sur elle-même, elle a ralenti, et si elle ne tourne pas assez vite, elle est accélérée, on va tomber en état d'équilibre. Elle doit tourner à la vitesse du mouvement orbital. Et c'est pour ça que la Lune, la plupart des lunes, montrent la même face à leur planète. C'est une conséquence des effets de marée. Alors, si on regarde un petit peu le temps qu'il faut pour que cela se produise, alors j'ai pris juste deux exemples, Io et Ganymède, donc deux lunes de Jupiter. Vous voyez qu'en fait, eh bien, au bout de quelques millions à la dizaine de millions d'années, eh bien, ces lunes vont se mettre à montrer la même face à leur planète. Donc, c'est quelque chose qui est très rapide à l'échelle du système solaire, qui est de 2,5-2,6 milliards d'années. Là, en quelques dizaines de millions d'années, vos lunes sont verrouillées dans cet état qu'on appelle une résonance synchrone, c'est-à-dire qu'elles tournent à la même vitesse sur elles-mêmes qu'elles ne tournent autour de leur planète. Donc, vous pensez-y quand vous verrez la Lune, c'est une conséquence des effets de marée levés par la Terre sur la Lune. Alors néanmoins, si vous regardez cette vidéo ici, vous voyez que on voit un peu plus de la moitié, enfin une demi-surface. En fait, on voit à peu près 60% de la surface de la Lune. Alors la raison pour laquelle on en voit un peu plus, c'est que l'orbite de la Lune est excentrique. Et comme elle est excentrique, bah, parfois elle va un peu plus vite quand elle est au périgée, donc quand elle est au plus proche de la Terre, elle se déplace plus vite sur son orbite. Quand elle est au plus loin de la Terre, elle se déplace moins vite. Et donc ça donne une petite libération, donc un petit degré de liberté supplémentaire qui nous permet de voir à peu près 60% de la surface. Ce qui va m'amener évidemment maintenant à une discussion sur la forme des orbites des lunes. Dans le cas où vous auriez une orbite parfaitement circulaire, et donc on a vu que assez rapidement les lunes montrent la même face à leur planète, eh bien on devrait avoir des bourrelets de marée statiques, c'est-à-dire que, eh bien, ils pointent vers le centre de masse de la planète, et ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas pourquoi? Parce que comme la Lune tourne exactement à la même vitesse à laquelle elle se déplace autour de la planète, en fait la direction est toujours la même vue depuis la Lune, et donc vos bourrelets de marée ne bougent plus. Ils sont présents, mais ils sont statiques, il ne se passe rien. Il n'y a donc pas de production de chaleur, puisque tout est statique. Alors si c'était ça, effectivement, il n'y aurait pas grand-chose à observer. Néanmoins, ça n'est pas le cas, puisque les orbites sont excentriques, en général. Pourquoi? Parce qu'il y a des perturbations avec d'autres objets. Dans le cas de notre Lune, évidemment, il y a le Soleil. Dans le cas des lunes de Jupiter, elles se perturbent les unes les autres, etc. Et donc tout ça, ça va donner notamment des excentricités orbitales. Alors que se passe-t-il maintenant quand l'orbite de la Lune est excentrique? Ça change beaucoup de choses. Premièrement, la distance de la planète à la Lune change au cours du temps, de manière périodique. Ce qui fait que l'amplitude des bourrelets de marée, évidemment, va varier dans le temps. Donc vous voyez qu'ici, quand vous êtes plus proche, les bourrelets sont plus importants que quand vous êtes plus éloigné. Donc vous avez du forçage périodique qui va créer de la chaleur en permanence. Autre mécanisme, vous avez le fait que les bourrelets de marée à la surface vont se déplacer. Pourquoi? Parce que la Lune tourne sur elle-même à la même vitesse du mouvement moyen de révolution. Et comme je vous l'ai dit, sur l'orbite, parfois ça va plus vite, parfois ça va moins vite. Rappelez-vous de la Lune, on voit 60%. Du point de vue de la Lune, en fait, là, c'est la Terre en fait, qui se déplace. Donc les bourrelets de marée aussi se déplacent. Et donc, vos bourrelets de marée aussi, vous allez avoir de la friction, parce que les bourrelets de marée oscillent à la surface de la planète. Pour vous donner un ordre de grandeur, juste pour figer un peu les choses, dans le cas de Io, par exemple, l'amplitude, c'est-à-dire la variation d'élévation des bourrelets de marée, c'est à peu près 100 mètres. Et en revanche, l'amplitude des bourrelets de marée à la surface, c'est 20 km à peu près. Donc ça vous donne un peu un ordre de grandeur. Et donc à chaque orbite, Io c'est 1,7, 1,8 jours de période de révolution, eh bien vous avez ce forçage en permanence. Les deux termes d'ailleurs sont à peu près équivalents en termes de friction. Vous avez autant de friction qui vient de la déformation radiale que tangentielle. Et ça va créer de la chaleur.
Donc voilà, maintenant quand vous voyez Io, ben, vous comprenez d'où vient en fait toute cette chaleur, ça vient de l'excentricité orbitale de Io. Et l'énergie est prélevée sur ce qu'on appelle l'énergie mécanique, l'énergie orbitale. Même chose pour Encelade, ça vient de l'excentricité d'Encelade. Alors maintenant, je vous présente juste un petit film, juste pour vous montrer, ça dure 30 secondes, qui va vous montrer ça en images. Donc là, on a fait ça pour Saturne. Ça a été pris d'un film que nous avons réalisé il y a 2 ans, donc vous trouverez ce film sur Internet, il dure 8 minutes avec des commentaires, etc. Et donc vous voyez que la Lune est sur une orbite excentrique, donc sa vitesse varie, et puis à mesure qu'elle est au plus près ou au plus loin, eh bien les bourrelets de marée varient en intensité et varient en direction. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit, et ça crée de la chaleur. Donc ça c'est le principe. Puisque maintenant nous avons compris pourquoi il y avait des mondes actifs, pourquoi il y avait de la chaleur, et comme il y a de la glace, il y a de l'eau, on va aller vers les notions d'habitabilité. Alors, la définition d'une zone habitable, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Pourquoi? Parce que c'est difficile de définir ce que c'est que l'habitabilité. Évidemment, on en a une vision qui est biaisée de par notre position, nous sommes sur Terre, et donc on a tendance à considérer que la Terre, finalement, est assez emblématique de l'habitabilité. Et donc la définition canonique, c'est de dire qu'un objet est dans une zone habitable dès lors qu'il se trouve à une distance qui lui permet d'avoir de l'eau liquide à sa surface. C'est le cas de la Terre, effectivement. Bon, donc vous avez ici la zone habitable telle qu'on la conçoit dans le système solaire. Évidemment, en fonction du type d'étoile, eh bien, elle va se déplacer. Si vous avez une étoile qui est de plus faible masse, donc qui chauffe moins, eh bien, il faut être plus proche. Et à l'inverse, si elle a une masse très élevée, elle chauffe plus, il faut être plus loin. Néanmoins, cette définition, elle est, encore une fois, à prendre avec des pincettes. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des lunes qui avaient de l'eau liquide en grande quantité sur leur surface, et pourtant elles ne sont pas du tout dans la zone habitable, puisqu'elles sont très loin du Soleil. Autre chose, vous voyez qu'il faut aussi avoir une atmosphère, parce que la glace d'eau à une pression nulle, ça se sublime, ça passe tout de suite sous la forme de gaz. Donc il faut qu'il y ait une atmosphère. Alors vous pourriez me dire, oui, le soleil chauffe, vous avez de la vapeur d'eau, et puis ça crée une atmosphère qui après va vous permettre d'avoir de l'eau liquide. Oui, mais vous pouvez aussi avoir des gaz à effet de serre. Si vous avez des gaz à effet de serre très forts, vous pouvez y avoir un emballement du système, et à ce moment-là, ça devient très chaud, il n'y a plus d'eau liquide. Pensez à Vénus, par exemple. Donc en fait, ça devient cette notion de zone habitable, d'habitabilité, encore une fois, elle a l'avantage d'exister, mais il faut toujours prendre un peu de recul par rapport à ça. Ce qui m'amène donc à l'habitabilité sur Europe. L'habitabilité sur Europe. Alors, Europe est probablement une des meilleures cibles pour ce qui est de notion d'habitabilité. C'est pas pour rien si c'est la cible d'une mission qui s'appelle Europa Clipper que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, comme je vous le disais, c'est une lune essentiellement avec une coquille de glace, un noyau rocheux, peut-être un noyau métallique. Alors là, ça dépend des modèles. Il y a encore des planétologues qui disent que dans les incertitudes des modèles, on peut avoir de noyaux solides, métalliques, je veux dire. Bon, ça, voilà. Mais en revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une coquille de glace et on a un océan liquide sous la couche de glace. Et cet océan liquide doit être en contact avec de la roche. Donc, on a du chauffage par marée, essentiellement. On a aussi la désintégration des éléments radioactifs. Donc, on a un chauffage conséquent. De l'eau en contact avec de la roche pendant relativement longtemps. Combien, on discutera à la fin, mais sans doute un temps suffisamment long pour imaginer qu'effectivement on a de la chimie intéressante et pourquoi pas des conditions propices au développement de la vie. L'une des grandes questions sur Europe, pour l'instant, c'est de savoir quelle est l'épaisseur de la couche de glace. On ne sait pas trop. Alors, les dernières études semblent indiquer qu'on aura une épaisseur assez importante, qui serait de l'ordre de 20 km, 20-30 km. Bon, mais tout peut changer. Il y a toujours dans les analyses, il y a des personnes qui trouvent à redire. Donc, bon, ça demande à être confirmé. Mais en tout cas, voilà, c'est une des grandes questions sur Europe. Autre exemple, c'est Ganymède. Alors Ganymède rentre moins dans le critère d'habitabilité parce que Ganymède, si vous regardez bien, notamment ici, vous avez cette eau liquide. Cette eau liquide n'est pas en contact avec la roche. Alors ce qui est assez amusant avec Ganymède, c'est que c'est une grosse lune. Et donc il y a une coquille de glace qui va arriver à des pressions assez fortes. Et la glace d'eau, quand elle arrive à certaines pressions, redevient liquide. La structure qu'elle va avoir de cristalline est cassée. Elle redevient liquide jusqu'à ce que la pression augmente et elle redevienne à nouveau solide. En fait, on a différents types de glace d'eau. Je crois qu'il y en a quasiment une dizaine. Alors, celle qu'on connaît le mieux, évidemment, c'est celle qui ressemble, qu'on a dans nos frigos. Mais en été, dès que vous augmentez la pression, vous pouvez en trouver d'autres. Et donc, entre ces différents types de glace d'eau, vous allez avoir de l'eau liquide. Et donc, vous avez même certains astroplanétologues qui prédisent qu'on pourrait avoir une structure, c'est les Américains, ils appellent ça club sandwich. Je peux oublier club sandwich, mais vous avez des strates. Donc, vous avez la coquille de glace, de l'eau liquide, coquille de glace, eau liquide, avec un différent type de glace à chaque fois.
Moins propice sans doute pour l'habitabilité, puisque on n'est pas du tout certain qu'on ait de l'eau liquide en contact avec la roche, et même si ce serait le cas, eh bien elle serait prisonnière de coquilles de glace successives. Donc bon, c'est pas forcément la meilleure cible, mais faut quand même le signaler. Autre exemple, maintenant on va aller vers Saturne. Donc encore une fois, je peux pas présenter toutes les lunes, il y en a une qui est très intéressante, c'est Titan, donc je vous en ai déjà parlé. Une atmosphère qui fait 1,5 bar, une atmosphère qui est peut-être proche de l'atmosphère terrestre à ses débuts, qui est composée essentiellement de diazote. Donc je vous rappelle que notre atmosphère, c'est à peu près 80% de diazote, sur Titan, il y en a 98%. Avec visiblement une coquille de glace et en dessous un océan global sous la surface, comme sur pas mal de lunes finalement. C'est le cas d'Europe, c'est le cas d'Encelade, c'est le cas de Ganymède. Alors pour Titan, il se trouve que très récemment, il y a une étude il y a eu plusieurs études sur la structure de Titan depuis la mission Cassini. Une qui avait montré qu'en milieu de mission Cassini, qu'il y avait un océan global sous la surface, et puis là tout récemment, ça doit faire 2 mois ou peut-être même moins, il y a un nouveau résultat qui semble dire qu'il n'y aurait pas d'eau liquide. Mais dans le même temps, en ayant discuté avec certains co-auteurs, ils doutent eux-mêmes du fait qu'il n'y en ait pas. Donc bon, je laisserai, alors on verra, mais bon, ça reste quand même une cible extrêmement pertinente. Autre exemple, Encelade, donc je vous l'avais déjà montré, donc on voit peut-être encore une autre image. Donc alors là, c'est le fameux pôle sud avec ce qu'on appelait les griffes du tigre, ce qui sont des endroits où vous avez des geysers qui sortent à la surface. Et puis donc vous voyez ce resurfaçage qui fait que vous n'avez quasiment pas de cratère, un petit peu ici, mais quasiment pas ailleurs. Alors là encore, on a de l'eau liquide au contact de la roche, on a un chauffage intense. L'excentricité de l'orbite est maintenue dans ce cas précis avec la présence de Dionée, qui est une autre lune de Saturne, qui est dans une configuration particulière qui permet de maintenir cette excentricité et donc ces marées actives. Dernier exemple, enfin mi-masse, je dis que je ne vous en parlerai pas, je vous en parle presque pas, mais donc il y a 2 ans, nous avons trouvé l'existence d'un océan sous la coquille de glace. Alors vous voyez que pour le coup, quand on regarde la surface de mi-masse, c'est complètement cratérisé. Donc on s'attendait vraiment pas à trouver de l'eau liquide là-dessous. Alors c'est vraiment, les images sont absolument magiques, c'est l'image de la sonde Cassini. Au passage, si vous vous demandez pourquoi est-ce que c'est éclairé ici, c'est parce que c'est Saturne qui rétroéclaire mi-masse, sinon la face devrait être ici. Et donc dès 2014, nous avions la suspicion qu'il puisse y avoir un océan d'eau liquide sous la surface, un océan global, c'est-à-dire quel que soit l'endroit sous la surface, il y a de l'eau liquide. Et dans 2024, on a montré qu'effectivement, il y avait un océan global. Cet océan, alors les modèles de structure interne sont toujours à prendre avec des pincettes, mais cette eau liquide pourrait être en contact effectivement avec de la roche. Alors là, en revanche, dans le cas de mi-masse, c'est un océan qui est très récent, il aurait que 5 millions d'années à 20 millions d'années, donc pour le coup, on n'est pas vraiment sur des échelles de temps qui permettraient d'imaginer forcément beaucoup de choses. Néanmoins, à titre personnel, je poserais volontiers la question de savoir quel est l'âge de mi-masse. En fait, personne ne le sait, et je pense que ce sont les lunes de Saturne, les lunes moyennes, pour un certain nombre d'entre elles, sont des lunes de 2e, voire 3e, voire pourquoi pas 4e génération. Dans ce cas-là, il n'est pas du tout impossible que leur intérieur soit petit à petit enrichi de ce qui s'est passé dans les lunes progénitrices. Auquel cas, dans ce cas, en termes de chimie, c'est plus la même chose. Voilà, donc maintenant, je vais passer sur la dernière partie de mon exposé, sur les missions spatiales à venir. Alors, je vais commencer évidemment par une mission européenne qui s'appelle JUICE. Donc, c'est une mission de l'ESA qui a été lancée en avril 2023, qui arrivera autour de Jupiter en juillet 2031, qui pendant 3 ans va se promener autour du système de Jupiter, donc va étudier bien sûr les lunes de Jupiter, alors Ganymède, mais aussi Europe, Callisto, les lunes intérieures de Jupiter, les lunes extérieures, etc. Et puis qui va se mettre en orbite autour de Ganymède. Ce sera la première fois qu'une sonde spatiale se met en orbite autour d'une lune autre que notre propre lune. Donc ça, voilà, c'est une mission européenne. Alors il y a 10 instruments scientifiques. Vous imaginez bien que quand on envoie une sonde spatiale aussi loin, on ne va pas y aller juste avec un instrument. Donc on essaie évidemment d'avoir un maximum de retours scientifiques. Les objectifs, je les ai indiqués ici. Donc c'est évidemment tout ce qui concerne l'océan interne, la topographie, la composition de surface, le champ magnétique, etc., etc. Donc ça, c'est pour la mission JUICE, mission européenne. Vous avez une autre mission qui arrivera à peu près au même moment, qui s'appelle Europa Clipper. Alors comme son nom l'indique, elle vise Europe. Donc c'est l'autre lune très intéressante de Jupiter. Alors elle est partie un petit peu plus tard, elle arrivera un peu plus tôt, elle est partie en octobre 2024, pardon. Elle arrivera en avril 2030. Et alors la différence de Ganymède, elle ne veut pas se mettre en orbite autour d'Europe. Alors pourquoi? Parce qu'Europe est quand même relativement proche de Jupiter, vous avez un environnement avec beaucoup de radiation.
beaucoup de particules énergétiques qui peuvent impacter la sonde, et donc ça va abîmer l'électronique. Donc on ne peut pas garder si proche de Jupiter une sonde trop longtemps. Donc la stratégie qui a été choisie est de faire des survols successifs d'Europe à différentes latitudes, différentes longitudes, c'est ce que vous avez ici, ce qui donnera finalement un résultat le plus proche possible d'une mise en orbite. Donc vous avez 9 instruments scientifiques. Là, l'objectif, c'est clairement, bien évidemment, l'océan interne, la topographie, la composition, le champ magnétique, et ce qui est intéressant, la définition d'un site d'atterrissage pour un futur lander sur Europe. La NASA. Ah oui, je ne l'ai pas mis, oui, c'est la NASA. Alors, plus surprenant, là, vous avez Tianwen-4. Alors, Tianwen-4, donc j'y suis plus surprenant parce que c'est quelque chose dont on a eu des nouvelles assez récemment. Donc, c'est un projet c'est une mission chinoise qui vise Callisto. Donc, c'est une lune dont je n'ai pas tellement parlé. C'est l'une des 4 lunes galiléennes. C'est la plus éloignée, pour laquelle on pense qu'il pourrait également y avoir un océan global sur la couche de glace. Et donc, cette mission devrait partir en 2029 pour arriver en 2035 autour de Jupiter, pour au final étudier Callisto donc en 2038 avec un rover probable qui serait déposé à la surface de Callisto. Donc vous voyez quand même que les années 2030-2038, ça va vraiment être une époque où on va avoir 3 missions spatiales au moins qui seront dans le système de Jupiter, l'une plus sur Europe, l'autre sur Ganymède, l'autre sur Callisto, donc c'est absolument fantastique. Alors, ce qui est aussi étonnant avec les Chinois, c'est leur vélocité, c'est-à-dire qu'ils sont très ambitieux sur le planning. Maintenant, une mission, on va changer, on va passer sur Saturne. Alors ça, c'est une mission qui me fait vraiment rêver, qui, pour moi, me fait penser à la science-fiction dans le bon sens du terme. C'est une mission qui s'appelle Dragonfly, donc c'est aussi une mission de la NASA, qui consiste, cette fois-ci, à faire déposer, qui ressemble vraiment à un drone, il faut être honnête. Vous avez 8 ailes rotatives ici. Et donc, Dragonfly va se poser donc à la surface de Titan et puis fera des études locales et puis ensuite va se déplacer de dune en dune en fonction des commandes qui ont été envoyées. Et puis, elle va se déplacer en volant dans l'atmosphère de Titan, c'est ça qui est fou, pour faire des analyses in situ donc à différents endroits. Donc, c'est absolument fantastique. Vous voyez ce qu'on fait déjà sur Mars avec les rovers. Là, on va carrément voler en fait d'un endroit à l'autre. C'est absolument génial. Et donc, l'objectif, c'est vraiment la chimie prébiotique, puisque je vous l'ai dit, Titan, on est vraiment dans quelque chose qui ressemblerait à ce que a dû être la Terre juste avant l'apparition de la vie. Donc, ce sera intéressant de voir quel type de chimie s'y a développé. Encore une fois, avec l'objectif d'étudier l'habitabilité. Voilà, donc j'arrive à la conclusion de mon exposé. J'espère avoir pas été trop long. Donc, l'eau liquide est présente à de nombreux endroits dans le système solaire. Donc ça, c'est vraiment un gros résultat de l'exploration spatiale. Avant, on n'imaginait pas ça. On imaginait qu'il fallait vraiment être proche du Soleil. On s'aperçoit que c'est pas du tout le cas. On l'a dans de nombreux endroits et qui est pris dans des endroits où on ne l'attendrait pas. Les effets de marée sont un mécanisme clé pour le maintien de cette eau liquide, pour la production et le maintien de cette eau liquide. Alors, j'ai pas tellement parlé de la désintégration des éléments radioactifs. S'il y en a d'entre vous qui vont en Auvergne de temps en temps, vous avez entendu parler de la radioactivité. Bon, ça, c'est un mécanisme qui permet de chauffer aussi. Mais en réalité, pour un grand nombre d'objets que je vous ai montrés, c'est vraiment les effets de marée qui sont extrêmement prépondérants pour expliquer ce qu'on observe. Donc, plusieurs lunes du système solaire pourraient satisfaire les fameux critères d'habitabilité. Donc, c'est pour ça, évidemment, que ce sont les cibles de missions spatiales dédiées. Et comme vous l'avez vu, on a quand même pas mal de missions spatiales qui sont soit parties, soit qui vont bientôt partir vers ce système. Et donc, attendez-vous, donc dans les décennies qui viennent, vraiment à trouver déjà beaucoup de résultats, peut-être des surprises, des choses où, vous avez vu qu'il y a toujours des incertitudes, tout ce que j'ai montré, est-ce qu'il y a un noyau solide, est-ce qu'il y a un noyau métallique ou pas, est-ce qu'il y a un océan sous Titan. La science évolue, parfois il y a des contradictions, on revient sur ce qu'on a dit, voilà, ça c'est le travail de la recherche. Donc voilà, nous avons certainement beaucoup de résultats, beaucoup d'images, beaucoup de nouvelles dans les 10 années à venir. Et voilà, je vais prendre vos questions maintenant. Merci de votre attention. Vous avez parlé de pôle sud, par exemple. Est-ce qu'on peut en déduire que toutes les lunes ont un pôle sud et un champ magnétique? C'est pas si simple. Alors, le pôle sud, c'est lié à la rotation. Donc, en fait, on sait définir un pôle sud, un pôle nord. C'est la rotation. Ah oui, non, rien à voir avec le champ magnétique. Non, la plupart des lunes n'ont pas de champ magnétique. Non. Et l'autre question, c'est, on a parlé de chaleur, d'effet de marée. Est-ce que certaines lunes ont une chaleur résiduelle venant du Big Bang? Ah non, alors le Big Bang, non, le Big Bang, ça n'a rien à voir. Enfin, non, vous m'auriez dit lors de la formation du système solaire.
Alors, le Big Bang, c'est 13,8 milliards d'années, le système solaire à 4,5, 4,6 milliards d'années. Donc, nous, n'avons pas le Big Bang du tout. Par contre, de la chaleur résiduelle, la Terre, par exemple, c'est un exemple que vous avez. Donc, la Terre, je suis d'accord. La Terre, oui. Pour ces lunes, elles sont généralement petites. Encore une fois, alors, en SLAD, etc., c'est juste impossible. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur la taille. Ce sont des objets très petits, ils ont perdu leur chaleur très vite. Donc, ces lunes-là, non. Effectivement, dans les sources d'énergie, on va avoir l'accrétion. On va avoir les désintégrations d'éléments radioactifs comme l'aluminium-26, qui est très rapidement va créer de la chaleur, mais sur un temps très court. Donc, de la formation de système solaire, on va pouvoir chauffer, mais ça va vite s'arrêter. Ensuite, on va avoir la désintégration des éléments radioactifs, mais sur un temps plus long. Mais là, évidemment, c'est un peu moins efficace. Pour Io, par exemple, c'est impossible d'expliquer le mécanisme avec ça. Et puis enfin, vous avez les marées, évidemment, qui sont le mécanisme pérenne pour peu que vous ayez une orbite excentrique. Là, on parle donc d'effet de marée sur les lunes de Jupiter, mais sur la lune de la Terre, est-ce qu'il y a un effet de marée Oui. et est-ce qu'il crée de la chaleur sur la lune? Bah oui, forcément. En fait, les effets de marée, vous en avez partout, en fait. Il y en a partout dans l'univers. À partir des objets massifs, il y a des effets de marée parce que c'est un effet différentiel. Donc, prenez les systèmes doubles d'étoiles, quand elles sont très très proches, elles sont verrouillées en double synchrone parce que justement, il y a des effets de marée. Donc ça, c'est vrai aussi pour la Lune. La Terre crée des effets de marée sur la Lune. Vous avez effectivement de la production de chaleur, alors très extrêmement faible. Et vous avez parfois quand on met des sismomètres, on a vu des variations qui peuvent être liées justement aux effets de marée. Donc oui, il y a aussi cette production de chaleur, mais elle est extrêmement faible. La différence entre la Terre, le système Terre-Lune et le système Jupiter-Io, ce qui est intéressant, c'est que la distance entre Io et Jupiter est à peu près la même que celle entre la Terre et la Lune. Et la taille de la Lune et la taille de Io sont à peu près semblables. Donc ça ressemble comme deux gouttes d'eau. C'est la même distance, c'est la même taille de Lune. Mais ce qui diffère, c'est la masse entre les deux planètes. Jupiter a 300 fois la masse de la Terre. Donc l'effet différentiel est beaucoup plus fort. Donc les marées sont beaucoup plus fortes. Donc si vous aviez mis Jupiter à la place de la Terre, la Lune ressemblerait à un truc vaguement comme Io, c'est-à-dire quelque chose extrêmement avec énormément de chaleur qui serait produite. Voilà. Mais simplement la Terre est nettement moins massive, donc évidemment on voit la Lune comme vous la voyez. Les effets de marée, c'est un effet en fait qui décroît extrêmement rapidement. Donc dès que vous êtes un peu éloigné, les effets de marée deviennent quasi nuls, complètement négligeables. Donc les effets dont vous parlez on les mesure pas. Par contre, ce qu'on peut voir si vous regardez Mercure, vous avez dû remarquer que Mercure faisait 2 révolutions quand elle faisait 3 rotations sur elle-même. Et c'est vraiment un rapport 3,5. Et ça, c'est une conséquence des effets de marée. C'est-à-dire qu'on pense qu'effectivement, le Soleil a ralenti la rotation de Mercure jusqu'à ce qu'on arrive dans cet état d'équilibre. Alors, quand on est des rapports d'entiers, on appelle ça des résonances, ça peut avoir une certaine stabilité. Dans le cas de Mercure, on est resté coincé, verrouillé dans cette configuration. C'est une conséquence des marées levées par le Soleil sur Mercure. Mais évidemment, les distances entre les planètes et le Soleil sont très très grandes, donc les marées en général sont relativement faibles. Et donc pour la Terre, oui, c'est complètement négligeable. Alors négligeable sur les temps, donc je vais un peu vite. Si vous regardez quand même en termes de marées telles qu'on les conçoit sur Terre, vous avez, c'est pas si négligeable que ça, puisque vous avez 2/3 de l'effet de marée qui vient de la Lune et 1/3 qui vient du Soleil, quoi. Donc c'est pas si négligeable. Mais par contre sur la rotation terrestre, on n'a pas rien de particulier. Oui. Est-ce qu'on connaît l'âge de ces planètes? Alors, des objets du système solaire, oui, on les connaît. Alors, ce qui s'est beaucoup développé ces dernières décennies, c'est notre vision de la formation du système solaire. Donc, pendant très longtemps, on a cru que les choses se faisaient de façon assez, douce, entre guillemets, je ne sais pas si c'est vraiment la façon de le dire. Et puis, on a vu qu'en fait, il y avait différents modèles numériques qui ont été, la formation du système solaire était quelque chose qui avait traversé de nombreux épisodes, parfois assez violents. Donc, quand on dit que le système solaire a 4,5, 4,6 milliards d'années, en fait, il faut 100 millions d'années pour former le système solaire. Donc, entre le moment où vous avez la contraction de la nébuleuse qui va créer justement l'étoile, notre étoile, le Soleil, et puis la formation du système solaire actuel, c'est-à-dire les planètes géantes, les planètes rocheuses, eh bien, il faut à peu près 100 millions d'années. C'est pour ça que vous entendez parfois 4,6 milliards d'années, parfois 4,5. On sait que les planètes géantes se forment très rapidement, en à peu près, c'est de l'ordre du million d'années. Jupiter, c'est à peu près 1 million d'années. En revanche, les planètes telluriques, il faut plus de temps, alors à peu près 70 millions d'années. Donc ça, vous voyez, vous faites 4,5, donc c'est à peu près 4,5 milliards d'années. La Terre, à peu près 4,5 milliards d'années. Voilà, donc ça, c'est l'âge de ces objets-là. Ce qui est plus discutable, c'est l'âge des lunes, comme les lunes de Saturne, par exemple. Là, c'est plus délicat. Déjà, on peut pas faire de mesures in situ pour l'instant pour faire une quelconque datation. On l'a fait pour la Lune, on l'a fait pour la Terre, mais par contre, pour là, c'est plus compliqué. Et puis d'autre part, comme vous l'avez vu, alors non, j'en ai pas tellement parlé, mais il y a probablement eu beaucoup de possibilités de collision entre les lunes au cours de l'évolution du système de Saturne, ce qui est vraiment particulier à Saturne. Pour les autres, les lunes galiléennes, typiquement, on pense
puisqu'elles ont, pareil, 4,5 milliards d'années. Donc pour les planètes, on est à peu près certain. Par contre, pour les lunes, c'est vrai qu'il y a un peu plus flou, mais c'est l'âge qu'on attend, effectivement. Sur les lunes principales, est-ce qu'il y a le même phénomène de libration que la Lune? Et la deuxième question, c'est quelle est la source d'énergie de Dragonflyer? Alors, pour ce qui est des lunes, effectivement, vous avez des orbites excentriques, et dès lors que l'orbite est excentrique, vous allez avoir ce phénomène de libration, puisque on le voit comme sur notre lune, c'est l'excentricité orbitale. Donc vous allez le voir. Parfois, il y a même des librations supplémentaires, je ne les ai pas détaillées, mais bon, donc oui, vous avez effectivement ça. Pour ce qui est de Dragonfly, c'est ça, j'imagine qu'il va y avoir des piles radioactives, je suppose que ça va être ça. Mais... Oui, moi je suis un peu interpellé par le fait que Saturne et Jupiter sont des planètes gazeuses et que tous les satellites dont on parle, à chaque fois on a l'impression que c'est un peu le même modèle et que ça n'a rien à voir avec le gazeux. Pour quelqu'un qui n'y connaît rien, comment est-ce qu'on peut expliquer que d'un côté il y a des planètes gazeuses et d'autre part d'autres corps sur un autre modèle? Oui, non, c'est une très bonne question. Alors, Jupiter et Saturne sont des planètes géantes gazeuses, elles ont quand même un noyau de glace et de roche. Au départ, quand elles se sont formées, alors déjà pour que c'est des géantes, pourquoi elles sont des géantes ces planètes finalement, pourquoi elles n'ont pas la taille de la Terre, etc. Il faut voir que quand le système solaire s'est formé, on définit ce qu'on appelle la ligne des glaces. C'est-à-dire qu'il y avait tout le matériau qui était trop proche du Soleil était chauffé, et donc notamment les glaces, qui sont des matériaux qui vont très vite se sublimer à basse température, eh bien étaient sous l'état de gaz. Donc pour avoir de la glace solide, de la glace d'eau solide ou la glace d'autre chose, eh bien il fallait être suffisamment loin du Soleil. Donc il fallait passer ces fameuses lignes de glace. Et Jupiter, ou comme Saturne, comme Neptune, sont formés là, au-delà des lignes des glaces. Donc un endroit où dès qu'il y avait un peu d'accrétion de matériaux, eh bien il y avait quand même pas mal de glace qui permettait d'avoir assez rapidement assez de matière pour pouvoir également accréter du gaz qu'il y avait dans le disque à cette époque-là. Ce que la Terre, le Mars n'ont pas pu faire, parce qu'évidemment, il n'y a plus de gaz à ce moment-là. Voilà, donc il fallait vraiment que ce soit très rapide pour qu'il y ait encore du gaz. Voilà pourquoi on forme Jupiter et Saturne, donc des géantes gazeuses. Alors maintenant, pour votre question, on ne sait pas bien quand se sont formées les lunes galiléennes, par exemple, ou celles de Saturne. On pense, il y a un certain flou, ça a pu se former un peu après, certaines analyses, par rapport les analyses du rapport isotopique pourraient laisser penser que ce serait du matériau qui viendrait de plus loin du système solaire, donc ça serait peut-être formé après et ça pourrait expliquer, ça explique sans doute cette dichotomie, c'est-à-dire que le gaz, lui, il vient de ce qui a été capturé dès le départ, et par contre les lunes sont formées, elles, vraiment après, quand il n'y avait plus de gaz. Et la théorie que les lunes se sont formées à partir des anneaux de Saturne? Oui, alors ça, oui, je soutiens assez ce modèle-là, effectivement, parce que quand vous regardez la distribution distance, masse de ces lunes, vous voyez comme vous avez quelque chose de très c'est peut-être pas tout à fait l'échelle, mais en tout cas l'idée y est. Vous voyez qu'en fait, Saturne est ici, plus vous vous éloignez de Saturne, plus les lunes deviennent grandes. Et ça, c'est quand même curieux. Vous avez quand même toutes ces lunes-là, on le voit à l'œil nu en fait. On peut regarder les mesures, c'est flagrant. Et le seul mécanisme qui existe aujourd'hui pour expliquer ça, c'est un mécanisme de formation des lunes par les anneaux de Saturne. Autrement dit, si vous mettez des anneaux extrêmement massifs autour de Saturne, le matériau va se répandre, une partie va tomber sur Saturne, et puis à l'opposé va traverser cette ligne de roche, cette limite de roche. Au-delà de cette limite de roche, lorsque le matériau s'accrète, il n'est plus détruit par les effets de marée, et donc va produire des lunes. Donc ça va commencer par produire des grosses lunes, puisqu'il y a beaucoup de matière. Les grosses lunes vont migrer vers l'extérieur, et puis ensuite vous aurez des lunes moins massives, parce que les anneaux sont moins massifs, et comme ça, progressivement, vous pouvez parfaitement expliquer cette distribution taille-distance des lunes de Saturne. Donc ça, c'est le scénario qui explique ce que vous observez ici. Néanmoins, il y a une controverse sur comment les lunes se sont formées. Ça, c'est une explication. D'autres collègues sont moins convaincus d'autres visions des choses. Voilà, donc, bon, après, c'est pas encore complètement... donc il y a une relative polémique sur la question. En fait, j'ai dirigé une collection sur Saturne où justement j'ai essayé de mettre tout le monde d'accord entre ceux qui voulaient que les anneaux soient jeunes et ceux qui voulaient qu'ils soient vieux, ceux qui voulaient que les lunes soient formées à partir des anneaux et ceux qui voulaient le contraire. Bref, donc c'est encore à discuter. Mais en tout cas, il y a très très bons arguments effectivement pour dire que les lunes sont formées à partir des anneaux. Non, alors ça par contre non, pas du tout. Non, alors les lunes de lune, ça n'a encore jamais été observé. Autant on a trouvé des astéroïdes avec des lunes. Donc des lunes d'astéroïdes, autant des lunes de lune, non, ça n'existe pas encore. Ouais, ça doit exister quelque part,
mais on n'a encore pas observé. J'ai même un étudiant de thèse qui vient de finir sa thèse là-dessus, justement, où il étudiait ça, et il se trouve que c'est pas très stable dynamiquement, donc c'est difficile de garder très longtemps des lunes de lune autour de, par exemple, Jupiter. De quelle science, quelle technique, quelle technologie vous utilisez pour exercer votre métier? Alors, j'utilise principalement 2 disciplines. La première qui est liée à l'observation qu'on appelle l'astrométrie, c'est-à-dire que j'essaie de déterminer, voilà, avec la plus grande précision possible, la position des astres sur la sphère céleste. Donc ça, c'est la partie observationnelle. La deuxième partie, c'est la partie dynamique. Donc, c'est vraiment de faire développer de la modélisation dynamique, donc les marées, la rotation, etc., etc. Mécanique céleste, en fait. Voilà. La mécanique céleste. Et donc, quand vous mettez les deux ensemble, la mécanique céleste d'un côté et les observations de l'autre, vous comparez les deux solutions, et à partir de ça, vous estimez des paramètres physiques qui vont vous permettre de comprendre comment le système est aujourd'hui. Et puis ensuite, avec un peu de modélisation et des hypothèses, vous pouvez me voir comment il a évolué dans le temps, voire même comment il s'est formé. Et les ordinateurs, Je fais beaucoup d'intégration numérique. et vous avez assez de puissance? J'aurais envie de dire on n'en a jamais assez, mais oui, non, ça va. Enfin, aujourd'hui, ça va. Oui, oui, oui. Non. Je suis relativement content. C'est pas un frein. Ce n'est pas un frein. Voilà. C'est pas un frein pour ce que je fais. Vous avez dit que l'effet de marée déclenche de la chaleur, dégage de la chaleur. Ouais. Donc il y a de l'énergie. Ouais. Elle vient d'où cette énergie? l'orbite. Elle a une influence sur autre chose, sur les orbites, sur quoi? C'est une très bonne question et vous avez tout à fait raison. L'énergie vient de l'orbite, l'énergie orbitale. Et donc, quand vous produisez de la chaleur, vous prélevez de l'énergie orbitale. Donc, ce que je n'ai pas dit, en fait, c'est que les lunes se rapprochent de leur planète. Je peux vous donner un exemple. Si peut-être Phobos et Mars, par exemple. Phobos, une lune de Mars, lève des marées Phobos lève des marées sur Mars, naturellement. Bon, il y a le contraire aussi, mais Phobos est tout petit. Donc, Phobos lève des marées sur Mars. Et Mars tourne plus vite, Phobos tourne plus vite autour de Mars que Mars ne tourne. Et donc, bien évidemment, vous allez avoir, comme il y a de la friction, les boulets de marée sont pas dirigés vers Phobos, ils sont légèrement décalés. Et ce que ça va produire, c'est que Phobos va se rapprocher petit à petit de Mars à mesure que Mars accélère sa rotation. Et on sait typiquement que si Phobos était indestructible, en 50 millions d'années, il toucherait la surface de Mars. Bon, comme il n'est pas indestructible et qu'il est très proche de la limite de Roche, probablement qu'il sera détruit assez rapidement. Mais oui, voilà, ça a un impact sur les orbites. La limite de Roche, elle est proportionnelle à la grosseur de la Lune. Oui, alors la limite de Roche, effectivement, elle fait intervenir déjà la masse de l'objet qui déforme, forcément. Ensuite, il faut voir que ce qui intervient également, quand on l'a défini, il y a les notions de force de cohésion interne et puis il y a la notion de densité. C'est-à-dire, évidemment, la limite de Roche pour un objet métallique ou de roche ou de glace, ce ne sera pas la même chose. Voilà. Donc effectivement, ça va impacter ce qu'on appelle la limite de Roche. Et si vous voulez le calculer, en fait, vous prenez deux sphères tout simplement homogènes, et puis vous regardez à partir de quand l'effet différentiel est plus fort que l'attraction gravitationnelle de ces deux sphères dans un repère tournant. Et à ce moment-là, vous avez cette limite. C'est comme ça que vous la calculez. Mais c'est vrai que quand on parle de limite de Roche, on va préciser si c'est de glace ou si c'est de roche, etc. Non, les marées, alors oui, les marées rapprochent dans le cas, oui, parce que Phobos tourne plus vite autour de Mars que Mars ne tourne. La Lune tourne moins vite autour de la Terre que la Terre ne tourne. Et donc là, c'est l'effet inverse. Les boulets de marée sont décalés, mais en avance. Et donc, la Lune s'éloigne de 3,8 cm par an à peu près. Tandis que la Terre ralentit légèrement. Est-ce que le gaz provient de la destruction de systèmes antérieurs, ou est-ce que le gaz procède à la formation de la matière? Alors, c'est du gaz de matière, hein, c'est-à-dire que ce sont des atomes, et effectivement, généralement, c'est, vous voyez le milieu interstellaire, donc c'est de grands nuages gazeux. Bien, au bout d'un moment donné, alors dans certains cas, ils vont se rapprocher. Alors, il y a deux solutions. Soit ils se rapprochent simplement parce qu'ils se refroidissent, et donc à ce moment-là, la gravitation fait que, eh bien, ça se contracte. Soit vous pouvez avoir éventuellement une onde de choc qui va arriver, par exemple une supernova qui va comprimer localement le gaz et qui à ce moment-là va permettre d'avoir effectivement cette compression qui va vous donner au final votre étoile au centre et toute la matière autour qui crée les planètes. Est-ce que s'il y a une concentration, au bout de je ne sais pas combien de milliards d'années, donc cette planète va se concentrer et elle va se rapetisser? Oui, alors effectivement, les planètes refroidissent quand elles se forment. Vous avez de la contraction gravitationnelle, elles vont refroidir. Ce gaz en question, c'est essentiellement du hydrogène et de l'hélium, qui sont les gaz les plus présents dans l'univers. En fait, la plupart des atomes dans l'univers, c'est essentiellement l'hydrogène et de l'hélium. Donc c'est ce qu'on va retrouver hein, dans les atmosphères essentiellement de Jupiter et Saturne. Et donc oui, effectivement, quand elles refroidissent, alors il y a
tout un tas d'effets. Elles peuvent se contracter. Comme elles se contractent, elles vont tourner un peu plus vite. Donc ça, c'est effectivement des effets qu'on peut envisager sur le long terme. Oui. Pourquoi ne trouve-t-on pas de l'eau sur notre Lune Alors, il y a de l'eau, il y a de la glace d'eau, en fait, sur la Lune au pôle sud. Là, le problème, c'est l'ensoleillement, évidemment, du Soleil qui va faire sublimer la glace. Donc, nous, on est de l'atmosphère, donc, mais évidemment, sur la Lune. Le problème de la Lune, c'est qu'elle n'est pas assez massive, donc si elle avait une atmosphère, elle ne pourrait pas la retenir. La Terre est-elle assez massive pour retenir son atmosphère? Donc, un autre exemple, sur Mars, par exemple. Sur Mars, c'est pareil, si vous avez un glaçon, le glaçon va se sublimer à la surface. Il ne va pas passer en eau liquide parce que la pression n'est pas assez forte. Donc, et quelque chose qu'il faut avoir en tête, pourquoi Mercure, par exemple, n'a pas d'atmosphère, même chose, parce qu'en fait, elle n'est pas assez massive. Et donc, à cette distance-là, elle ne peut pas retenir son atmosphère. Le vent solaire, et puis ça chauffe. Donc, avec la chaleur, vous atteignez la vitesse d'échappement, donc la vitesse de libération. Donc, vous partez. Alors, c'est pour ça qu'on peut voir, par exemple, dans le cas de la Terre, la gravité n'est pas assez forte pour retenir une atmosphère dense d'hélium et d'hydrogène. Par contre, des molécules plus lourdes, hein, comme l'eau, le CO2, etc., qui ont plus d'énergie, celle-là, pour le coup, elle peut les retenir. Alors, la puissance relative dans ce que je fais, en fait, c'est l'intégration numérique. Donc, on intègre des équations différentielles. Alors, on peut avoir, dans mon cas, on va intégrer ce qu'on appelle les équations de mouvement, c'est-à-dire qu'on calcule à chaque instant l'accélération subie par chacun des corps au cours du temps. Et on fait un peu plus. Donc ça, c'est la partie simple. En fait, la partie compliquée. Voilà, donc l'intégration numérique. Donc pour intégrer ces équations du mouvement et aussi ce qu'on appelle les équations variationnelles. Donc c'est des intégrations numériques simultanées de plusieurs milliers d'équations différentielles en même temps. Est-ce que l'informatique quantique peut vous apporter quelque chose dans le futur? Alors dans ce que je fais moi là, pas du tout. Là maintenant, en fait, la partie numérique est vraiment réglée. Donc bon, après l'informatique quantique, je pense que non. Bon, déjà, on essaie de se mettre à l'IA, vous savez, c'est déjà bien. Ouais. Vous avez besoin de la lumière du soleil? Alors, j'ai envie de dire, si je répondais facilement, je pourrais vous dire que sur Terre, quand on va très en profondeur dans les océans, on a de la vie, pourtant il n'y a plus de lumière solaire. Alors après, on pourra vous dire que oui, mais peut-être qu'il fallait comme le soleil pour avoir une influence à la surface. Bon, en fait, je pense qu'on est dans une zone un peu inconnue. Donc, je ne sais pas. Les geysers de glace, d'eau salée dans Slade, ils deviennent de la glace. Ça sublime, c'est de la vapeur. Alors, vous avez plein de grains de glace, ça forme un anneau autour de Saturne. C'est ça, le E. Et effectivement, Saturne, il y a beaucoup d'anneaux, donc les anneaux que vous connaissez. Et puis après, il y en a d'autres de particules extrêmement diffuses. Et l'un d'entre eux, effectivement, est produit par les geysers d'Encelade, effectivement, qui envoient du gaz, essentiellement de la vapeur d'eau, des petits cristaux de glace, et ça va donner effectivement un anneau extrêmement diffus autour de Saturne qui va quasiment jusqu'à l'orbite de Titan. Bon, on est passé sur Terre en tirant un peu l'hiver sous le pôle Nord, sur l'Arctique, on a de l'océan, l'eau liquide. Hein, bon. Alors, ce qui se passe, évidemment, c'est que comme on est loin du Soleil, l'eau n'est pas chauffée sinon par le Soleil pour être liquide à la surface. Donc, c'est forcément en dessous que ça va se produire. Et donc, c'est la friction interne qui va créer de la chaleur. Souvent, alors ça peut être dans le noyau rocheux. Alors après, ça peut discuter dans le noyau rocheux. Ça peut être aussi au niveau de la couche de glace elle-même. Donc, et c'est là que la chaleur se produit. Et effectivement, ça vient d'en dessous. Alors, c'est vrai que ça fait partie des prudences extrêmes que l'on a effectivement dans le spatial, c'est qu'on évite d'envoyer des instruments, etc., s'écraser sur des cibles où effectivement il pourrait y avoir de l'habitabilité. Alors, il y a une classification qui est faite. Dans le cas de Ganymède, par exemple, pour JUICE, Ganymède ne rentre pas dans les cibles vraiment avec une forte probabilité d'habitabilité, ce qui fait que Ganymède pourrait tout à fait s'écraser sur, JUICE, pourrait s'écraser sur Ganymède. Par contre, dans le cas d'Europe, effectivement, on évite que les objets s'écrasent dessus. Alors évidemment, vous allez me dire, le jour où on mettra un lander, j'imagine qu'on fera très attention. Après, à un moment donné, il faut essayer. Mais c'est vrai qu'il y a toujours tout un tas de précautions qui sont faites sur les missions. Par exemple, dans le cas de JUICE, on m'avait demandé de regarder numériquement le mouvement des lunes de Jupiter sur je sais plus combien de milliers d'années, pour être certain qu'en cas de panne, quel que soit le moment, eh bien la sonde ne pourrait pas entrer en collision avec Europe. C'est partie des contraintes dans le spatial, effectivement, de certains de ça. Un autre exemple, Galileo, la sonde Galileo américaine, s'était écrasée sur Jupiter en 2003, si je dis pas de bêtises. On l'a écrasée sur Jupiter, mais on l'aurait pas écrasée sur Europe, parce qu'effectivement, on voulait éviter ce genre de choses. Oui, mais on fait exprès. Par exemple, Cassini, on l'a écrasé sur Saturne aussi, mais on l'aura pas écrasé sur Titan, même si on aurait bien voulu avoir des images très proches de tel ou tel objet. Donc effectivement. Oui, alors effectivement, on a le lander de l'ESA, effectivement, qui s'est juste déposé, le lander qui s'est posé. Oui, après. Voilà. Comment est-ce que vous positionnez tous ces corps?
X, Y, Z. Oui, on a des repères systèmes de repères de référence, effectivement, communs donc à toutes les agences au niveau international. Et c'est dans ces repères, eh bien, qu'on va définir ce qu'on appelle les éphémérides, c'est-à-dire les positions des objets dans l'espace. Donc, on utilise par exemple, alors on a des catalogues de sources qui vont nous permettre d'avoir des directions dans l'espace sur la sphère céleste. On utilise par exemple des sources radio, des radiosources, par des quasars par exemple, qui vont nous permettre de savoir exactement, oui, voilà, qui vont nous permettre d'avoir une orientation, une cartographie, si vous voulez, de la sphère céleste. Et c'est ça qui nous sert de point de mesure. Voilà, donc ce qui va nous permettre de matérialiser notre repère de référence. Et puis après, oui, bien sûr, absolument, complètement. Les repères de référence, c'est capital. Que ce soit espace ou temps, d'ailleurs, hein, faut les deux. Que ce soit les échelles de temps ou les repères de référence. Et c'est à partir de ça qu'on fait tout le reste. Donc, il faut être, oui. Quand on va regarder des quasars, en fait, les quasars sont des objets qui sont relativement éloignés. Donc, alors, en fait, ils évoluent quand même. Hein. On a quand même des évolutions parce que les quasars, c'est essentiellement des noyaux actifs de galaxies, c'est-à-dire des sources qui vont évoluer, qui sont très très loin, donc leur mouvement est extrêmement faible, mais par contre ils évoluent, ils s'étalent, ils bougent, ils sont plus ou moins actifs. En fonction des longueurs d'onde, eh bien, on a des choses différentes. Donc c'est ce qui va servir souvent de système de référence. On a un autre catalogue qui sert de référence, c'est le catalogue Gaia, par exemple, qui est une sonde spatiale européenne, qui a observé pendant 10 ans la sphère céleste, qui nous a donné une cartographie des étoiles. Alors là, on est plutôt dans le visible, une cartographie des étoiles. Alors là, effectivement, on a des mouvements très forts, on a des parallaxes, et toute cette cartographie est très utile quand on fait de l'astrométrie, par exemple. Donc si maintenant on va vouloir mesurer la position d'un astre dans le visible, c'est ce que je fais typiquement, là, je me sers des étoiles et du catalogue derrière pour calibrer évidemment la mesure. Et ensuite, après, on va raccrocher les systèmes de référence, le catalogue Gaia par exemple, un catalogue type quasar, etc. Donc on va raccrocher les repères les uns avec les autres. Donc, effectivement, c'est tout un travail. On a parlé d'expansion de l'univers. Je ne sais pas si ça intervient et quelle est la stabilité de ma question sur ces repères sur la sphère spatiale. Oui, alors non, là en l'occurrence, pour ce que je fais, ça n'intervient pas du tout. Bon, après, quand on dit que les quasars sont trop loin, donc quasi immobiles, évidemment, c'est une vision un peu naïve, pratique, disons. Maintenant, effectivement, quand on va regarder tout ce qui est expansion, quand on va faire des cosmologies, donc là, c'est vraiment une autre question, en fait. Donc, on a un peu on sait bien que dire que les objets sont immobiles puis qu'ils sont très loin, c'est très naïf. Bon, voilà. Après, quand on a le système de référence, c'est une chose. Quand on va faire la cosmologie sur des objets très éloignés, on va faire autre chose, effectivement. Tout à l'heure, vous évoquiez une lune qui ne présentait pas la même face à sa planète. Oui, Hyperion. On peut avoir plus de détails, pour quelle raison Oui. Alors, quand je vous ai présenté la décélération à cause des bourrelets de marée, j'ai supposé quand même que la Lune était sphérique. C'est pour ça que vous avez vu 2 bourrelets de marée. Alors ça marche à peu près pour les lunes qui sont relativement grosses, vous voyez, elles sont à peu près sphériques. Et quand vous avez des lunes qui ont des formes extrêmement déformées, comme des astéroïdes, alors à ce moment-là, il faut prendre en compte l'interaction dynamique, évidemment, de la planète sur la Lune avec ses bourrelets de marée, mais aussi il faut prendre en compte le moment de force associé à la forme statique de l'objet, qui est une forme de patate, tout ce que vous voulez. Et ça, quand vous prenez les deux ensemble, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus compliqué. Si l'objet est extrêmement déformé, eh bien, on va pouvoir avoir, dans le cas d'Hyperion, des zones chaotiques, c'est-à-dire des zones où finalement, eh bien, la dynamique est très complexe et vous n'allez pas pouvoir, le schéma naïf de dire ça décélère, ben là, ça marche pas dans ce cas-là, il y a des choses très compliquées. Donc c'est le cas d'Hyperion. Alors pour les échelles de temps, aujourd'hui, on utilise les temps atomiques. Donc on a le temps atomique international, on a le temps atomique français qui est réalisé au laboratoire Temps-Espace, à l'Observatoire de Paris. Donc ce temps atomique-là sert vraiment de référence au niveau mondial. Ensuite, on va évidemment le raccrocher à ce qui est lié à la rotation de la Terre, donc ça vous donne le temps universel coordonné. Donc quand vous regardez votre montre, effectivement, on est plutôt rattaché à cette notion-là. Donc les repères de temps sont basés au départ sur des horloges atomiques. Et ensuite, comparé avec la rotation terrestre, vous avez vu qu'elle décélérait, on a bien vu, puisqu'il y a les effets de marée. Mais en plus de ça, vous avez tout un tas d'effets supplémentaires à courte période qui vont faire qu'elle peut accélérer, décélérer. Et en fait, c'est très peu prédictible pour ce qui est de la rotation terrestre. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on observe, et puis après, eh bien, on dit comment elle a tourné. Alors, c'est des petites variations infimes, hein, mais vous vous rappelez sans doute qu'il y avait on appelle en ce moment, mais des secondes intercalaires. On rappelait de ça peut-être, on rajoutait une seconde le 31 décembre, ou voilà. Bon, ces secondes, en fait, sont rajoutées pour permettre de recaler, entre guillemets, la rotation terrestre avec un temps qui, lui, est uniforme. Donc voilà, il y a ces notions effectivement qui entrent en ligne de compte, et évidemment quand on parle d'éphémérides, on va utiliser certaines échelles de temps. Donc voilà, on utilise souvent ce qu'on appelle le DB, le temps dynamique barycentrique, ou le temps coordonné barycentrique, qui sont légèrement utilisés.
Ouais, des informations sur les champs magnétiques. Alors, pas toutes. On en a sur Europe Ganymède, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a su qu'il y avait un océan liquide sous la couche de glace, parce qu'en fait, on a vu ce qu'on appelle un champ magnétique induit. C'est comme les orbites sont excentriques, eh bien, les lunes vont subir un champ qui varie. Le champ magnétique de Jupiter varie, puisque la Lune est plus ou moins proche de la planète. Et cette variation de champ magnétique, lorsqu'elle se fait dans un milieu qui lui-même est conducteur, va créer un champ magnétique induit. Et on a mesuré ce champ magnétique induit avec Galileo, et c'est comme ça qu'on a compris qu'il devait y avoir un océan d'eau liquide, donc il y a des ions en fait dans cet océan qui étaient ce milieu conducteur, qui permettaient d'expliquer la mesure. On a ensuite fait des mesures en laboratoire, des expériences en laboratoire. On a essayé de reproduire un peu ce qu'on observait sur Europe, avec changement d'échelle, pour reproduire un peu tout ça. Donc c'est l'une des meilleures preuves effectivement de l'existence d'un océan liquide. Sur la couche de glace, après on en a mesuré sur Ganymède. Mais d'autres lunes n'ont pas de champ magnétique induit, ou alors pour en avoir un, on ne l'a pas mesuré. Mimas, par exemple, on aimerait bien pouvoir mesurer ça sur cet océan. Simplement, pour passer extrêmement près, c'est extrêmement difficile. En plus de ça, l'inclinaison du champ magnétique est faible par rapport à l'orientation, donc il y a pas mal de pour Saturne, donc c'est pas de choix évident de les mesurer. Est-ce que c'est un facteur pour l'habitabilité? Alors, sur Terre, effectivement, on a coutume de dire que le champ magnétique nous protège, mais quand vous êtes sous la coquille de glace, ça ne compte plus, en fait. Si jamais l'homme se promenait dans ces zones très très lointaines, est-ce qu'il y a un danger de contamination, ce qu'on apporterait dans ces systèmes des miasmes? Alors qu'on apporte des miasmes, c'est certainement, c'est un peu difficile de faire le contraire. Le contraire supposerait qu'il y ait déjà des choses en place là-bas, donc si c'est le cas, ce serait intéressant. Mais pour l'instant, voilà, c'est toute la question de savoir ce qu'il y a là-bas. On en est où de la définition des lunes? Il y a des polémiques apparemment sur ce qu'on appelle une lune. Alors non pour les planètes. Pour les lunes, à ma connaissance, il n'y en a pas. Alors pour les planètes, en plus, il faut qu'elles soient sphériques, enfin à peu près sphériques, mais ce qui veut dire qu'en gros, elles doivent être suffisamment massives, parce que la gravitation dans ce cas-là va jouer son rôle. Pour les lunes, il n'y a pas vraiment. La question qu'on aurait pu se poser, c'est qui n'est pas vraiment une question aussi longtemps que ça pose pas de problème. Bon, c'est les particules de glace des anneaux de Saturne. Finalement, à partir de quand on considère que c'est des lunes? On sait que vous avez l'accrétion de glace, de particules de glace dans les anneaux qui parfois pouvaient atteindre effectivement une centaine de mètres. Au-delà de 100 mètres, les effets de marée les cassent. Bon, mais on n'appelle pas ça des lunes pour autant. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre 200 mètres? Non. Je pense que jusqu'à maintenant, la question ne s'est pas posée. On a eu, en fait, je l'ai pas montré ici, on a vu un objet qui a été appelé Peggy, qui était avec les images de la sonde Cassini. On a vu au bord de l'anneau A, donc l'anneau extérieur sous les de Saturne, on a vu certaines images comme une espèce d'accrétion, en fait, comme une petite, comme les images étaient assez floues, mais on voyait qu'une espèce d'accrétion de matière. On s'est demandé à ce moment-là si on n'était pas en train de voir la formation d'une lune vraiment en direct, justement, comme c'est prédit d'ailleurs par le modèle qui dit que les lunes doivent se former à partir des anneaux. Alors, bon, malheureusement, c'était dans un endroit où finalement cet objet a été observé puis a été à nouveau détruit. Alors non, les anneaux de Saturne, alors encore une fois, il y a une polémique sur leur âge, mais en tout cas, donc si on les imagine jeunes, c'est que c'est une lune qui a été détruite dans les derniers 200 millions d'années. Si on les imagine vieux, c'est une lune qui a été détruite lors de la formation du système de lunes, donc une lune un peu peut-être comme Titan, qui se serait rapprochée de Saturne par friction, par interaction avec le disque qui aurait formé ces lunes, et puis qui aurait traversé les mines de roche et se serait brisé et redonné ses anneaux. Voilà. Mais ce que je veux dire en tout cas, c'est qu'il n'y a pas encore de polémique sur à partir de quelle taille doit avoir une lune pour être une lune et pas une particule autour d'un objet. Vous avez pas parlé du modèle de Nice? Oui, bah non, enfin j'en ai un tout petit peu parlé en disant qu'on semblait qu'on avait compris que c'était assez très mouvementé. Effectivement, le modèle de Nice, en fait, est le modèle qui aujourd'hui nous explique la formation du système solaire, parce qu'il y a quand même pas mal de choses assez étonnantes. Effectivement, on a les 4 planètes géantes, les planètes telluriques. On voit qu'on a une ceinture d'astéroïdes. On voit qu'on a sauté du matériau qui est venu de l'extérieur du système solaire, qui est venu vers l'intérieur du système solaire. Bon, pour expliquer tout ça, eh bien, le modèle de Nice vous dit que il y a eu de la migration. Alors ça, de la migration dans le disque, c'est quelque chose qu'on peut assez bien imaginer quand on voit les exoplanètes, par exemple. Quand vous avez des planètes type Jupiter qui sont très proches de leur étoile, elles sont pas formées là, c'est pas possible, puisque il n'y avait pas de glace à cet endroit-là, c'est pas possible. Donc elles ont dû migrer en fait dans le disque. Et donc effectivement, dans les modèles numériques qui sont développés depuis effectivement donc le modèle de Nice, il y a eu le Grand TAC modèle, etc. On a toute cette histoire
sur aujourd'hui à peu près 100 millions d'années, eh bien, on voit qu'il y a des interactions entre notamment les deux lunes massives du système solaire Jupiter et Saturne, qui ont pu entrer en résonance dans le passé, ce qui a eu des conséquences dynamiques assez fortes, qui a permis par exemple d'avoir des objets de l'extérieur du système solaire de rentrer vers l'intérieur et réciproquement, et d'avoir toute une combinaison assez complexe qui explique un peu ce qu'on observe aujourd'hui. Donc ce sont des modèles qui sont encore en développement aujourd'hui, hein. À chaque fois on essaie d'améliorer, de peaufiner. Dans ces modèles-là, parfois vous avez une planète de plus qui est éjectée, d'ailleurs dans les simulations numériques, généralement une planète de plus, un ou deux qui sont éjectés, voilà. Bon, mais pas tout le temps. Donc il y a quand même beaucoup d'inconnus, évidemment encore, bien sûr les conditions initiales, mais dans les paramètres. L'une des inconnus, par exemple, quand je vous parlais de Uranus et Neptune, ce serait intéressant de savoir si c'est un cœur de glace ou de roche, parce que ça va vous contraindre la composition du disque qui a formé les planètes lors de la formation du système solaire. Donc c'est de la glace ou de la roche, si vous mettez pas la même composition dans votre disque, dans votre modèle numérique derrière, évidemment, ça change pas mal de choses. Donc il y a encore pas mal de questions ouvertes. Mais oui, le modèle de Nice est une grande référence. On ne peut pas exclure un changement de zone d'habitabilité avec l'inflation du Soleil qui va grossir progressivement et donc décaler cette zone-là, peut-être sur ces lunes justement qui deviendraient des zones habitables. Oui, alors c'est possible, mais c'est dans relativement longtemps. Alors oui, bon, peut-être. Bon, la question quand même, c'est déjà de savoir quel est l'âge, je pense, de ces océans. Parce qu'on dit que c'est habitable, qu'il y a un océan, etc. On n'a pas tellement parlé de l'âge. Est-ce que ces océans sont tout récents? Est-ce qu'ils sont très vieux? Pour la plupart d'entre eux, on ne le sait pas. Aujourd'hui, même avec à l'heure actuelle, même si on avait les données de la sonde JUICE et Clipper, probablement qu'on ne sera pas capable de donner l'âge des océans. Donc ça implique aussi d'avoir une analyse à long terme de la dynamique, c'est-à-dire qu'on revient dans le passé à partir de la situation actuelle et en montant le temps, on essaie de voir ce qui a dû pu se produire. Et l'âge de ces océans, vous l'avez compris, est quand même en grande partie fonction des excentricités orbitales. Donc il y a un beau sujet entre dynamique et structure interne sur lesquelles on travaille évidemment. Et donc c'est-à-dire qu'en parallèle de ces missions, on a aussi pas mal de travail théorique qui est réalisé pour répondre à ces questions. Donc pour moi, l'une des questions, c'est quel est l'âge des océans, effectivement. Et de ça, effectivement, on peut envisager de l'habitabilité. Après, ce qui se passera dans 4 milliards d'années, 5 milliards d'années, quand le Soleil, effectivement, arrivera en fin de vie, bon. Les trois sondes, donc, c'est les sondes dont vous parlez, elles mettent 7-10 ans pour arriver. Oui. Elles sont suivies en permanence. Oui, on fait du tracking régulier, effectivement, pour. Oui, tout à fait. On fait du tracking assez régulièrement pour être certain déjà que tout fonctionne correctement. On a souvent des assistances gravitationnelles, par exemple, je crois que c'était, je vais pas dire de bêtises, le 19 août 2024, si j'ai pas de bêtises. Je me rappelle que c'est 19 août, c'est ma date de naissance, donc c'est pratique. Par contre, l'année, j'étais moins sûr. On a eu une double rencontre proche, une double assistance gravitationnelle, c'était jamais fait. JUICE s'est passé une première assistance gravitationnelle avec la Lune et dans la foulée avec la Terre, ce qui a permis de renvoyer vers Vénus. Donc ça, typiquement, c'était un gros exercice pour l'Agence spatiale européenne pour être certain que tout se passe correctement. Voilà. Donc. L'énergie, c'est les panneaux solaires. Oui, panneaux solaires. Hein. Alors pas que un panneau solaire c'est pour tout ce qui est électrique et puis on a du carburant à bord évidemment pour créer des accélérations, etc. Pendant 8 ans. Oui, bon, on fait attention. Ah non, mais il y a ce qui s'appelle l'inertie. Hein. Vous savez qu'en fait, dans l'espace, voilà, on utilise du carburant qu'à partir du moment où on veut introduire des accélérations. Sinon, on le fait pas. Exactement. Voilà. Donc, ce n'est que pour ça. Donc, ça ne sert que pour les corrections orbitales. Par exemple, un des gros enjeux qu'on a dans mon laboratoire, sur lequel je suis très impliqué, c'est justement l'amélioration des éphémérides des lunes galiléennes, puisque lorsque la sonde va arriver dans son orbite d'insertion vers Jupiter, on va avoir des flyby, des rencontres proches avec des lunes. Il faut que les éphémérides soient bonnes. Si les éphémérides sont moins bonnes, eh bien, dans les calculs, on se trompe un peu. Ça veut dire qu'il va falloir faire des corrections orbitales sur la sonde, donc utiliser du carburant. Et si on utilise du carburant parce que les éphémérides n'étaient pas bonnes, derrière, on peut faire moins de choses après. Pour les corrections de trajectoire, c'est quoi comme carburant? C'est de l'ergol en général, ouais. Bon. Bien. Merci beaucoup à M. Lenné pour cette excellente présentation et cet exposé et la réponse aux nombreuses questions. Bravo. Vous êtes content de l'audience? Ah oui, ils ont été charmants. Ils ont été charmants, bon, ça va.